Bienvenue sur AOS Geeks. Dans cette vidéo, on vous propose notre analyse du nouveau Battle Tome des Daughter of Cain. Yann, tu es un joueur Daughter of Cain et tu dois être content, tu as un nouveau Battle Tome qui vient tout juste de sortir. Oui, quand un nouveau Battle Tome arrive, on est toujours un petit peu anxieux de savoir qu'est-ce que ça nous réserve, est-ce que l'armée va avoir été renforcée, affaiblie, qu'est-ce qui va avoir changé. Donc, dans l'ensemble, je suis vraiment content. Ils ont vraiment fait du bon travail sur ce Battle Tome-là, je trouve. La première chose qu'on remarque, c'est que vraiment la balance interne a été améliorée. Pendant longtemps, hein, les Daughters of Cain, c'était des grosses unités de Witch Elves ou de Sisters of Slaughter qu'on buffait avec la Hag Queen et tout ça. Puis les Mélusailles étaient moins jouables, moins compétitives. Ça avait été légèrement corrigé avec l'arrivée de Broken Realms Moratti. Et là, ça se confirme dans ce Battle Tome. Les Mélusailles sont vraiment là, au niveau des autres. Donc, ça permet de jouer autant des constructions de listes qui vont mélanger les deux qu'y aller vraiment plus Witch, Sisters, ou y aller vraiment du côté des Mélusailles. Et les deux constructions vont être, à mon avis, tout aussi compétitives l'une que l'autre, ou à peu près. C'est sûr qu'il y a eu dans l'ensemble un léger affaiblissement de l'armée. Donc, j'ai vu sur Internet, sur Facebook, les premières réactions. On voit que les avis sont partagés. Certaines personnes sont très contentes. D'autres sont un peu plus déçues parce qu'il y a eu quelques nerfs, notamment, on va le voir avec la Hag Queen, sa Witch Brew est devenue un peu plus aléatoire. C'est plus automatique. Donc, il y a eu quelques modifications comme ça. Mais dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est la balance interne de l'armée qui a été nettement améliorée. Les temples aussi, c'est plus Agnar qui est le choix par défaut. Donc, il y a différents temples qui vont pouvoir être choisis et être tout aussi compétitifs l'un que l'autre. Donc, très bon travail de Games Workshop. Oui, l'armée a été légèrement affaiblie, mais d'après moi, c'est tout à fait mineur. C'est surtout les choses qui étaient vraiment trop fortes là, qui ont été ramenées à quelque chose d'un peu plus normal ou correct, là. Donc, des belles modifications. Je suis très content. Excellent. C'est quelque chose qu'on aime voir d'ailleurs hein, quand un nouveau Battle Tome sort, que toutes les unités vont pouvoir être jouées. On ne veut pas avoir acheté, peint, modelé certaines unités puis se rendre compte que finalement le nouveau Battle Tome les rend non jouables. Donc d'après toi, tout est jouable dans le nouveau Battle Tome. Tout est jouable. Les unités qui étaient moins jouables, même comme les Doomfire Warlocks qu'on voyait très peu, à mon avis maintenant, avec la réduction de coûts en points qu'ils ont eu, deviennent plutôt intéressants à jouer. L'autre chose aussi, quand on a un nouveau Battle Tome qui sort, hein, c'est qu'on ne veut pas avoir le traitement qu'ont eu les Sylvanettes, hein, où leur nouveau Battle Tome les a amenés d'une armée très compétitive à une armée qui est dans le bas du méta. Mais on ne veut pas non plus avoir le traitement des Séraphons ou des Caradrons, au sens où c'est le fun pour personne, des armées qui dominent nettement les autres armées. Donc ici, avec les Daughters of Cain, je pense qu'on a un beau Battle Tome compétitif qui va probablement être dans le haut du fat middle, comme on dit. Donc, pas God tier, puis pas bottom tier non plus. Donc, c'est vraiment super. Excellent. Alors, on commence cette analyse-là. On va commencer peut-être par parler des habiletés d'allégeance de l'armée. Oui, donc les habiletés d'allégeance sont très peu changées. Donc, on a toujours la Fanatical Faith, donc la croyance ou la foi fanatique qui donne une sauvegarde invulnérable, donc un Feel No Pain de 6+, à l'ensemble de l'armée. Donc, ça donne un petit peu plus de résilience à une armée qui a des sauvegardes d'armure généralement mauvaises. Là, on est souvent sur du 6+, 5+, très occasionnellement 4+. L'autre bonus qui n'a pas changé, c'est le rite de sang, donc le tableau où on gagne une nouvelle habilité à chacun des battle rounds. Donc, c'est maintenu. Premier battle round, on peut relancer les jets de course de 1. Au deuxième battle round, on peut relancer les jets de charge de 1. Au troisième battle round, on peut relancer les jets de touche de 1 et les avatars sont automatiquement là, animés. Au quatrième battle round, on relance les jets de blessure de 1 et au cinquième battle round, on relance les jets de sauvegarde de 1 et on ne fait plus de jets de déroute. On va le voir tout à l'heure, il y a des moyens d'avancer plus vite là, dans les bonus, là, donc d'être considéré par exemple dans le Battle Round 2, même si on est dans le Battle Round 1 et ainsi de suite. La troisième habilité d'allégeance, en fait, ce sont les temples, donc l'équivalent de Storm Host ou de Glade, etc. Donc un ensemble de bonus qui vont venir avec l'obligation de prendre un trait de commandement en particulier, une habilité de commandement en particulier, et ainsi de suite.
Donc, si on regarde les temples un à un, le premier, on a Kelbron. Lui, il est particulièrement intéressant dans le méta actuel parce que l'habilité d'armée qu'il donne, c'est -1 au jet de touche au tir. Donc, l'ensemble de notre armée est protégé par les tirs. C'est excellent parce que quand on y pense, la plupart des attaques de tir touchent sur du 3+ ou du 4+. Donc, leur donner -1, c'est leur enlever 25% ou 33% de touche. Donc, c'est vraiment une bonne protection qu'on donne à notre armée, en particulier contre les Caradrons, mais aussi contre Singe, contre les Séraphons. Donc, dans ce méthode de tir-là, c'est vraiment intéressant. L'habilité de commandement qui vient avec le temple est vraiment intéressante aussi. C'est qu'on peut prendre une unité entièrement à 12 pouces, une unité amie, évidemment, entièrement à 12 pouces, et la téléporter n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de l'adversaire. Donc, ça donne de la mobilité à l'armée. C'est très intéressant. Le trait, bon, est quelconque, ça donne -1 au jet de touche contre le général en mêlée, donc ça protège un peu notre général. Là. Sur une Slaughter Queen ou une Hag Queen sur Chaudron de sang, ça devient intéressant là, pour la rendre plus résiliente. Et l'artefact est assez anecdotique. Là. On choisit une arme de mêlée du porteur et les 6 non modifiés font un blessure mortelle en addition des dommages réguliers. Donc ça, c'est le temple Kelbron. Ensuite, on a Kelt Nord, qui est intéressant aussi. Son habilité, ça donne retraite et charge, donc la possibilité de retraiter et charger à l'ensemble de notre armée. Donc, c'est un avantage tactique qui est quand même pas négligeable. L'habilité de commandement est un peu particulière. On choisit une unité amie entièrement à 12 pouces. Puis, donc, jusqu'à notre prochaine phase de héros, quand un adversaire va attaquer en mêlée cette unité-là, s'il lance des jets de touche de 1, il va subir une blessure mortelle. Donc, c'est une manière de, si on voit qu'on a une unité là, qui va manger une volée, on peut s'assurer de retourner un petit peu de dégâts là, à l'adversaire. Le trait de commandement est intéressant. Une fois par bataille, le général va pouvoir invoquer 5 Kinérailles qui vont entrer sur le champ de bataille n'importe où à 9 pouces de l'adversaire. Donc ça, c'est un petit 80 points d'invocation. C'est intéressant. Et l'artefact est quelconque, là, ça donne les 6 explosifs à une des armes de mêlée du porteur. On a Dreichi Ganet aussi comme troisième temple qui est intéressant. Celui-là, donc sur la charge, nos Witch Elves et nos Sisters of Slaughter, nos Sœurs du Massacre, vont avoir un rend amélioré de 1. Donc leurs attaques n'ont pas de pénétration d'armure. Là, elles vont avoir pénétration d'armure de 1 sur la charge. C'est quand même intéressant. L'habilité de commandement donne à une unité de Witch Elf ou de Sisters of Slaughter entièrement à 12 pouces, +1 au jet de touche. Donc, on voit plus un jet de touche, plus un rend sur la charge. Donc, c'est vraiment pour donner, augmenter les dommages de ces unités-là. Donc, ça, c'est intéressant. Le trait de commandement est un peu anecdotique. C'est +1 à la bravoure aux unités amies à 12 pouces. Et l'artefact donne +2 attaques à une arme de mêlée sur la charge. Donc, plutôt anecdotique aussi. Le quatrième temple, c'est Agnar, qui était le temple que tout le monde jouait auparavant. Il a été un petit peu amoindri, ce qui fait que c'est plus le choix automatique, mais il est encore très fort, donc je l'aime beaucoup. Je dirais que c'est encore mon préféré. L'habilité, c'est qu'on va avoir +1 sur la table des rites de sang. Donc, finalement, dès le tour 1, on relance nos jets de course et de charge de 1. Dès le tour 2, on bénéficie de la relance des jets de touche de 1 et ainsi de suite. Donc, ça, c'est intéressant. Et on va le voir tout à l'heure, ça booste aussi le jet de Hag Brew, donc de brouette de sang des Hag Queen, parce que le jet de la Witch Brew des Hag Queen va être dépendant donc d'où elle se situe là, sur les bonus de la table des rites de sang dont elle bénéficie. L'habilité de commandement permet d'augmenter de 3 pouces le mouvement d'un chaudron de sang s'il se trouve entièrement à 12 pouces d'un héros et qu'il y a une unité d'au moins 3 modèles à 3 pouces de lui. Donc, c'est comme si les modèles poussaient le chaudron de sang et l'aidaient à avancer plus vite. Donc, on gagne 3 pouces. Plutôt anecdotique. Le trait de commandement est vraiment bon. Donc, toutes les unités entièrement à 12 pouces de notre général vont réussir son jet d'invulnérable sur du 5+ plutôt que du 6+. Donc, l'habilité d'allégeance qui donne un 6+ de Feel No Pain passe à 5+ entièrement à 12 pouces du général.
Et finalement, l'artefact donne +1 aux dégâts à une arme de mêlée du porteur sur la charge, donc anecdotique. Donc vraiment, ce temple-là est particulièrement intéressant pour bénéficier plus rapidement des bonus des rites du sang et du bonus aussi de la foi fanatique là, pour augmenter le feel no pain. Le 5e temple, c'est de Crète. Là, ici, donc, ça va vraiment être le temple pour jouer les Sœurs du Massacre, les Sisters of Slaughter. L'habilité, c'est qu'à la fin de la phase de combat, on va brasser un dé pour chacune de nos unités de Sisters qui ont attaqué pendant la phase de combat. Sur 5+, elles réattaquent. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc, si on joue plusieurs unités de Sisters of Slaughter, ça fait plusieurs unités. Là, on a des probabilités d'avoir 1 ou 2 ou 3 unités qui réattaquent une deuxième fois en fin de phase de combat. C'est très intéressant. L'habilité de commandement va donner +1 au jet de blessure à une unité de Sisters of Slaughter entièrement à 12 pouces. Le trait de commandement va permettre de générer des points de commandement. Donc, le trait de commandement fait en sorte que lorsqu'une unité ennemie, au moins une unité ennemie est détruite en phase de combat, à la fin de la phase de combat, on gagne un point de commandement. Et finalement, l'artefact fait en sorte qu'une fois par bataille, l'apporteur va choisir une de ses armes de mêlée, ne pourra pas attaquer avec cette arme de mêlée-là, mais va faire D6 blessures mortelles à une unité à 1 pouce. Donc, elle va utiliser son venin dont elle avait enduit sa lame pour empoisonner son adversaire et lui faire des blessures mortelles. Donc, c'est un temple plutôt intéressant si on joue vraiment beaucoup de Sisters of Slaughter. Et finalement, on a le nouveau temple qui est apparu dans Broken Realms Moratti, qui est Zentar Kai. Donc, c'est le temple pour jouer des Melusai et des Kinérailles en grand nombre. Donc, l'habilité du temple, c'est de donner +1 de bravoure à toutes les Melusai et à toutes les Kinérailles. Ça, c'est plutôt anecdotique. L'habilité de commandement va permettre de donner +1 attaque à une unité de Kinérailles ou de Melusai entièrement à 12 pouces. Donc, +1 attaque, ça augmente quand même significativement les dégâts. Et c'est +1 attaque au combat ou au tir. Donc, on voit déjà des gens qui vont utiliser ça sur les Melusai de tir. L'artefact fait en sorte qu'on a -1 au jet de blessure qui vise le porteur là, en mêlée. Et le trait de commandement fait en sorte que à la fin de la phase de combat, on roule un dé pour chacune des unités ennemies à 3 pouces de l'adversaire et sur 5+, cette unité-là reçoit des 3 blessures mortelles. Donc, c'est plutôt anecdotique. Donc, on va vraiment le jouer pour donner +1 attaque là, à nos Melusai. Donc, +1 attaque à une unité de 20 Melusai, c'est toujours amusant. Et donc, on voit que différents temples ont différents avantages, vont miser sur différentes constructions de listes. Donc, certains favorisent les Melusai, d'autres les Sisters of Slaughter, d'autres les Witch Elves. On peut se protéger contre le tir, on peut le jouer plus agressif, on peut avoir de la téléportation, on a le retraite et charge. Donc, le temple qu'on choisit va vraiment définir notre manière de construire notre liste et de jouer notre armée. Donc, puis il n'y a pas un temple là, qui est vraiment plus fort que les autres. Il y a quand même des différences. Là. Il y en a 2 ou 3 qui sont un peu plus forts, 2 ou 3 qui sont un peu plus faibles, mais dans l'ensemble, ils sont tous amusants. Oui, je les ai lus aussi, puis effectivement, on voit que Games Workshop a vraiment voulu que tout soit jouable dans l'armée, puis ils ont donné quelque chose pour chacune des unités, chacune des constructions de liste. C'est vraiment intéressant. Alors, on a vu les temples. Maintenant, on peut passer aux traits de commandement qui sont disponibles. Ici, ils sont divisés dépendamment du général. Oui, donc on commence peut-être par celle les traits de commandement de la Bloodrack Medusa. Évidemment, les traits de commandement, on vient de le voir, ils sont imposés quand on choisit un temple et je pense qu'on va toujours choisir un temple parce que les avantages sont vraiment, vraiment importants. Donc, il est très rare qu'on va avoir l'occasion de choisir un trait de commandement parmi la liste qui est ici. Donc, je vais simplement parler rapidement de ceux que j'aime en particulier parce que de toute façon, c'est très rare qu'on les jouera. Donc, ici, j'ai beaucoup aimé Maîtrise arcanique parce que ça va permettre, dans notre phase de héros, de relancer les jets de 1 là, pour les lancements de sorts. Ça va être bon en particulier parce qu'on peut donner un item magique à la Bloodrack Medusa qui lui permet de lancer un 2e sort par tour. Donc là, on aura un 2e sort par tour avec relance des 1. Ensuite, on a les contorsions serpentines. C'est ma traduction
Writing Coils. Donc, je ne sais pas si contorsion serpentine, ça va être la traduction officielle de Games Workshop, on verra. Ça donne -1 to hit, donc -1 au jet de touche contre le porteur, autant en tir qu'en mêlée. Donc, si on veut protéger notre Blood Rack, c'est intéressant. Chez la Iron Scale, la Mélusaille Iron Scale, on peut lui donner un trait de commandement qui fait qu'à chaque phase de héros, sur un 4+, elle génère un point de commandement. Donc ça, c'est bien. On peut aussi lui donner un trait de commandement qui lui donne +1 à sa sauvegarde. Ça aussi, c'est bien. Sinon, on peut lui donner un autre trait de commandement qui, une fois par bataille, lui permet d'utiliser son habilité de commandement qui est sur sa charte d'unité sans dépenser de points de commandement. Donc, ce sont les 3 traits qui sont possibles pour la Mélusaille Iron Scale. Ensuite, on a les traits de commandement qui sont réservés aux Hag Queen et Slaughter Queen. Il y a Baigné dans le sang qui donne 1 à la caractéristique de Wound, donc de blessure supplémentaire. Donc, si on la joue, par exemple, sur le Cauldron of Blood, on va passer à 14 points de vie plutôt que 13. Et ça fait en sorte qu'à chaque phase de héros, on va se guérir de 1 point de vie. Donc, je pense que ça vaut la peine seulement si on la joue sur le chariot. Les autres qui sont notables, il y aurait Véritable Croyante, donc qui donne +1, elle est considérée comme une case de plus là, dans le tableau des rites du sang, mais à ce compte-là, on est aussi bien de jouer le temple Agnar, puis que toute notre armée bénéficie de ce +1-là. Et sinon, il y a possibilité, elle aussi, de lui donner -1 au jet de touche, au tir et en mêlée, contre la générale là, avec beauté terrifiante. Mais voilà, donc, mais je pense qu'on jouera toujours un temple, donc on n'utilisera jamais ces traits de commande. Ouais, c'est ce qu'on a reproché, beaucoup de gens ont reproché. C'est le fun, les temples, les Stormhouse et tout ça, parce que ça donne des options pour bâtir des listes, ça donne accès à des habiletés qui affectent généralement toute l'armée. Mais ça fait en sorte que souvent, on se retrouve à finalement plus jouer les traits de commandement dans notre livre parce qu'on prend toujours un temple ou une Stormhouse ou peu importe. Mais pour les fois où on n'en prendra pas une, il y a quand même quelques traits de commandement intéressants chez les Daughter of Cain. Oui, vraiment, tout à fait. Maintenant, on passe aux artefacts, parce que ça, c'est intéressant, parce que même s'il y en a un d'imposé dans un temple, si on joue un bataillon, on va avoir accès à un deuxième. Fait que ça, on va les prendre. Et j'ai vu qu'il y en avait quand même plusieurs, des intéressants dans les artefacts. Oui, il y a vraiment des beaux artefacts. D'abord, on a une liste d'artefacts qui sont disponibles pour tout type de héros. Et ça va être les seuls auxquels va avoir accès la Mélusaille Iron Scale. Donc, il y a une liste d'artefacts réservés à la Bloodrack Medusa, une liste d'artefacts réservés aux Hag Queen et Slaughter Queen, mais la Mélusaille Iron Scale n'a pas de liste d'artefacts. Donc, je ne sais pas pourquoi Games Workshop n'a pas pris le temps d'écrire une liste pour la nouvelle venue. Peut-être de la paresse ou peut-être qu'ils se disaient qu'il y avait déjà une liste d'artefacts génériques. À mon avis, par exemple, ils sont tous plus ou moins bons, en fait. Ils sont tous mauvais, les artefacts génériques. Je vous donne des exemples. On a la couronne du malheur qui donne -2 de bravoure aux unités ennemies à 7 pouces. Si on tue un modèle ennemi, ça passe à 14 pouces. Donc, -2 de bravoure, oui, ça va avoir un impact de temps en temps, mais c'est beaucoup trop contextuel pour moi. À l'heure actuelle, c'est ce qu'on reprochait un peu. La bravoure est quand même moins d'impact parce qu'il y a tellement de moyens d'éviter les Battle Shock tests que avoir +1 ou -1 à la bravoure, somme toute, c'est comme un peu plus anecdotique que ça l'a été peut-être au début d'Age of Sigmar où là, un -2 à la bravoure, c'était 2 modèles de plus que tu perdais sur ton jet de Battle Shock. Oui, tout à fait. Il y a 2 autres items aussi qui sont un peu particuliers. On a l'amulette du feu sombre qui donne une sauvegarde invulnérable de 4+ contre les blessures mortelles générées par des sorts. Mais on sait que ce n'est pas cumulatif et que les Daughters of Cain ont déjà un Feel No Pain à 6. Donc là, ça en donne 1 à 4, très contextuel, peu intéressant. Et on a les 1001 bénédictions sombres qui donnent, encore une fois, une sauvegarde invulnérable, cette fois-ci de 5+. Mais ce n'est pas cumulable. On ne lance pas le 5+, puis ensuite le 6+ de l'habilité de faction. Donc ça a été changé là, dans le dernier manuel du général. Donc finalement, ça améliore juste la sauvegarde de 6 à 5. C'est peu intéressant. Donc finalement, les artefacts génériques ne sont pas particulièrement intéressants. Je ne prendrai pas le temps de tous les expliquer un à un. Là. Je ne pense pas que ça vaille la peine. Si on passe maintenant aux artefacts réservés à la Bloodrack Medusa, là, on a des artefacts vraiment intéressants.
Dans un premier temps, on a la pierre d'ombre, la Shadow Stone, qui donne +1 au jet de lancement de sorts. Donc ça fidélise les lancements de sorts, c'est vraiment intéressant. On a la rune de Ulgu qui fait en sorte qu'elle connaît un sort de plus là, de la Lore of Shadow. Donc ça, c'est pratique aussi si on veut qu'elle soit un peu toolbox, qu'elle ait différentes options. On a le Glaive Mirror, donc le miroir, le glaive miroir, qui est particulièrement intéressant. Donc, si la Médusa réussit un jet de Unbind, donc à dissiper un sort pendant la phase de héros adverse, elle peut immédiatement tenter de lancer bouclier mystique ou trait mystique, donc dans la phase de héros adverse. Et si elle le réussit, il ne peut pas être dissipé. On va le voir tantôt, la méduse a maintenant la possibilité de dissiper 2 sorts par tour. Donc, la probabilité de réussir à en dissiper un puis de lancer un Arcane Bolt ou un Mystic Shield gratuitement est quand même augmentée, donc c'est pas inintéressant de ce côté-là. On a aussi Sevenfold Shadow, je ne sais pas comment ça va être traduit en français, peut-être ombre au septuple, ça n'a aucun sens en fait, la traduction française. Donc, une fois par bataille, en phase de mouvement, plutôt que de faire un mouvement normal, la porteuse peut se téléporter. On a aussi Cœur de cristal, ça permet de lancer un sort supplémentaire par phase de héros. Par contre, si on lance un sort supplémentaire, on doit lancer un dé et sur un 1, la méduse subit D3 blessures mortelles. Puis finalement, on a la griffe d'ombre, ça donne une pénétration d'armure de 2 à sa Whisper Claw, donc à une de ses attaques, mais c'est une attaque qui a 4 attaques à 1 dommage, donc c'est sans impact significatif. Je pense qu'on va vraiment préférer là, augmenter sa capacité à lancer des sorts. Personnellement, j'aime particulièrement la Shadow Stone qui donne +1 au lancement de sorts parce que ça fidélise. Puis le glaive miroir, là, je le trouve particulièrement amusant là, de pouvoir lancer un sort pendant la phase de héros adverse. Sinon, on a ensuite les reliques de Khaine qui sont réservées aux prêtresses, donc la Hag et la Slaughter Queen. On a le sceau de sang qui lui permet de connaître une prière supplémentaire, c'est bien. On a le cerceau de fer qui lui permet de relancer en fait les jets de prière de 1. Celui-là, je l'aime particulièrement parce qu'on sait que nos Hag Queen et Slaughter Queen vont lancer souvent 2 sorts par tour et elles les réussissent sur 3+. Donc, relancer les 1, ça les rend là, particulièrement intéressants. Et elles subissent des blessures mortelles quand elles lancent un 1 aussi. Donc, ça diminue la probabilité de subir des blessures mortelles aussi. Il y a aussi l'éclat écarlate. Ça donne +2 au jet de blessure à une des armes de mêlée. Celui-là n'est pas particulièrement intéressant parce qu'il y a seulement la Slaughter Queen qui a une de ses armes qui fait des dommages multiples, des 3 dommages, puis elle blesse déjà sur du 3+. Fait que donner +2 au jet de blessure, c'est plus ou moins intéressant. Ensuite, on a le pendentif de Khaine qui permet de faire 3 prières par tour. Et à ce moment-là, si on lance un 1 sur un jet de prière, elle subit des 3 blessures mortelles plutôt qu'une blessure mortelle. Et finalement, on a la Hag Brew qui donne +1 au jet de blessure. Voilà. Donc, c'est correct sur la Slaughter Queen, mais c'est pas particulièrement intéressant. Donc, je retiens particulièrement le cerceau de fer personnellement, qui permet de relancer là, les jets de prière de 1 pour vraiment fidéliser les prières, parce qu'on se souvient, c'est avec les prières qu'on peut notamment animer l'avatar of Khaine, et c'est lui qui donne la force de frappe à notre chaudron, notamment de sang. Donc, c'est vraiment, selon moi, l'item le plus intéressant. Ouais. J'avais oublié la rune de Khaine, un dernier item. Il est plus ou moins intéressant. Quand la porteuse est tuée, on va lancer un dé, puis on va pouvoir faire soit une blessure mortelle, des 3 ou des 6 blessures mortelles à l'unité qui a tué notre prêtresse en phase de mêlée. Donc, c'est pas un item que je choisirais personnellement. Non, mais tes héroïnes sont là principalement pour les bonus qu'elles vont donner à l'armée. Donc, on veut des items qui vont améliorer, par exemple, leur capacité à lancer des sorts, leur capacité à réussir leur prière, parce que c'est vraiment ça leur force. C'est ce qui va vraiment faire qu'elles vont être utiles dans l'armée, beaucoup plus que la petite blessure mortelle qu'elles vont faire en mourant ou le petit +2 qu'on va leur donner pour toucher ou blesser une unité ennemie. Absolument. Il y a des prières qui sont tellement fortes comme catéchisme du meurtre que
que lancer un 1 sur ce jet de prière-là, c'est tellement fâchant. Donc, avoir la possibilité de relancer ces 1, là, ça fidélise beaucoup des prières clés de l'armée. Donc, vraiment, ce serait mon premier choix, assurément, le Iron Circlet. Excellent. Alors, on a parlé, on vient de parler des prières, on va parler des sorts aussi, parce qu'encore là, il y a un sort qui est classique chez les Daughter of Cain, mais tu as tout un pool de sorts, là, un lore auquel tu as accès. Oui, il y a 6 sorts dans les sorts de l'ombre. Évidemment, je vais commencer par rasoir mental, même si ce n'est pas le premier de la liste, parce que c'est celui qui nous intéresse le plus. Donc, il y a eu un changement sur rasoir mental. Avant, il était lancé sur du 7. Maintenant, ça prend du 8 pour le réussir. Donc, ça va devenir extrêmement difficile de le passer. Heureusement, maintenant, on a Moratti qui est présente tout au long de la bataille, qu'on ne remplace plus par sa forme monstrueuse. Donc, Moratti lance des sorts à +1. Donc, rasoir mental va passer sur du 7 encore avec le +1. Puis on l'a vu là avec la pierre d'ombre, on peut donner +1 au jet de lancement à notre méduse. Donc, encore une fois, peut-être pouvoir réussir rasoir mental sur du 7. Donc, ça n'a pas changé. On choisit une unité entièrement à 18 pouces. On augmente le rend de cette unité-là de 1. Mais ce qui a changé, c'est que le +1 de dégâts va être sur la charge. Donc, avant, c'était dépendant de la bravoure. Il fallait avoir une bravoure plus élevée que celle de notre adversaire. Donc là, c'est sur la charge. Donc, je préfère nettement ça. Ça ne dépend plus de la bravoure. Ça dépend de la charge. Donc, on va choisir de mettre rasoir mental sur une unité avec laquelle on va charger. On augmente le rend de 1 et les dommages de 1. C'est monstrueux l'effet que ça a sur le damage output, donc sur la production de dégâts d'une unité. J'ai fait des calculs, je vais vous en parler tout à l'heure, sur des Witch Elves pour qu'on voit l'impact des différents bonus qu'on peut mettre sur une unité. C'est énorme. L'impact est énorme. C'est vraiment, encore une fois, le meilleur sort. Oui, il passe sur du 8 plutôt que sur du 7, mais il a été fidélisé. Donc, sur le plan des effets, donc en enlevant la nécessité d'avoir une bravoure plus élevée que celle de l'adversaire. Donc, moi, j'aime vraiment ça. Sinon, les autres sorts, on a la monture d'ombre qui est sur du 6. Avant, c'était sur du 5. Le lanceur donc gagne le mot-clé vol et a un mouvement de 16 pouces jusqu'à la prochaine phase de héros. Donc, ça donne une possibilité de déplacement. Donc, c'est sûr que c'est particulièrement intéressant sur le Bloodrack Shrine parce que le Bloodrack Shrine a une aura de 7 pouces à laquelle il fait des blessures mortelles à toutes les unités ennemies qui sont à l'intérieur de sa bulle. Donc, avec ce mouvement-là, ça nous permet de le placer stratégiquement pour maximiser la possibilité de faire ces blessures mortelles-là, là où ça va faire le plus mal à l'adversaire. On a ensuite la fosse d'ombre qui passe sur du 7. On choisit une unité ennemie à 18 pouces. On lance 2d6, on soustrait le caractéristique de mouvement de l'adversaire et la différence fait le nombre de blessures. Donc, ça va être particulièrement intéressant contre les unités qui sont lentes. Donc, par exemple, contre des unités qui ont 4, 5, même 6 de mouvement, on peut facilement aller chercher plusieurs blessures mortelles. Par contre, c'est un effet qui est aléatoire. Donc, contre les adversaires qui sont rapides, la probabilité de faire des blessures mortelles est assez basse, donc ce n'est pas un sort que j'affectionne particulièrement. Sinon, on a la Mirror Dance, la danse miroir, qui passe sur du 6. On choisit, ça a été modifié par rapport à l'ancienne version, donc on choisit 2 héros Daughters of Cain qui sont toutes deux entièrement à 18 pouces du lanceur, donc ça peut inclure le lanceur évidemment, et on les téléporte toutes deux n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de l'adversaire. Il y a des petits tricks intéressants à faire, en particulier avec les chariots, parce que les chariots donnent des bulles, notamment le Cauldron of Blood augmente la sauvegarde de nos unités entièrement à 18 pouces de 1. Si on est en Agnar, ça augmente aussi le jet d'invulnérable lié à la Fanatical Fate. Donc, ça peut permettre de téléporter justement nos buffs aux bons endroits. Téléporter une Hag Queen là où on a besoin qu'elle utilise sa Witch Brew pour booster une unité. Donc, vraiment, c'est un sort qui est vraiment intéressant, là, comme on a une armée qui dépend beaucoup des bonus conférés par les héros, donc leur donner de la mobilité. C'est certainement très intéressant. Sinon, on a le flétrissement de Withering qui passe sur du 7. On choisit une unité ennemie à 18 pouces et on va avoir +1 à nos jets de blessures pour toutes nos attaques, tirs et combats qui vont viser cet ennemi-là. Donc, c'est intéressant pour
pour maximiser nos chances là, de faire mal à un adversaire particulièrement coriace. Et finalement, on a le linceul de désespoir qui passe sur du 4. On choisit un ennemi à 18 pouces et on lui enlève 1 à sa caractéristique de bravoure. Si le sort passe sur du 8 ou plus, on enlève D3 à sa caractéristique de bravoure. C'est un sort qui, à mon avis, est inutile. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, on n'est pas dans un format où la bravoure a un impact important. Et en plus, vu que Mindraiser, rasoir mental, n'est plus dépendant de la bravoure, il n'y a plus de combo à faire où on baisse la bravoure de l'adversaire, on passe rasoir mental, puis là, on est sûr d'avoir nos bonus. C'est plus nécessaire, donc ce sort-là est, à mon avis, inutile. Excellent, mais bon, tu as Mindraiser, je veux dire, tu as déjà un sort qui est excellent, même si tu avais juste lui dans tout le lore, je pense que ce serait un bon lore en partant. Oui, les autres, c'est du gâteau, c'est du bon. C'est ça, mais on l'a vu, il y a d'autres sorts intéressants quand même. Donc, si on joue en Morathi, une ou deux Bloodwrack Medusa, ça pourrait arriver. Donc, ça, on va avoir 2 ou 3 sorts différents. Donc, c'est intéressant. Alors, bon, on vient de voir les sorts, on va maintenant voir les prières. Oui, gros changement aux prières. Avant, la zone d'effet des prières était à 14 pouces. Donc, on ciblait une unité à 14 pouces. Maintenant, c'est les unités entièrement à 14 pouces. Donc, c'est un affaiblissement important de la portée des prières des Daughters of Cain. Par contre, les prières sont tellement fortes qu'on ne s'en plaindra pas. Bon, ça va nous demander de jouer de manière un peu plus stratégique dans nos déplacements. Là, c'est fini les petits cordons qui nous permettent d'avoir une figurine à 14 pouces de notre prêtresse. Donc, le premier, le plus connu, c'est Catéchisme du meurtre. Donc, une unité entièrement à 14 pouces. Je ne le dirai pas à chaque fois, là, tous les sorts visent une unité entièrement à 14 pouces. Donc, ça fait en sorte que les jets de touches non modifiés de 6 font 2 touches plutôt qu'une. Donc, ça, c'est excellent. L'autre, c'est la bénédiction de Cain. Ça permet la relance du jet de Fanatical Fate. Donc, à ce moment-là, si on se retrouve aussi dans Agnor à avoir le Fanatical Fate sur 5+, là, en étant à 12 pouces de notre chariot, on peut donner cette prière-là à l'héroïne qui est sur le chariot, le chaudron de sang. Donc, à ce moment-là, on a des unités à 12 pouces qui ont une sauvegarde invulnérable à 5+, relançable. Donc, on le sait, ça fait que moins de 50% des blessures vont effectivement être passées. Là. Ça va permettre de sauvegarder plus de 50% des blessures qui nous sont faites. Donc, c'est vraiment excellent. Et ça s'applique au chariot lui-même. Donc, on se retrouve à avoir un Cauldron of Blood qui est extrêmement résilient. Ensuite, on a le sacrifice du martyr. Donc, ça fait en sorte que chaque modèle qui va être tué dans notre unité, qu'on a ciblé, sur 5+, à la fin de la phase de combat, on va lancer un dé. Sur 5+, ça va renvoyer une blessure mortelle à l'unité qui a attaqué notre unité. Ensuite, donc ça, c'est vraiment intéressant, surtout sur des petits cordons qui vont recevoir une charge. Donc, sur nos écrans, on lance ça sur un écran. L'adversaire est obligé de charger dans notre écran. Puis, s'il nous tue notre unité, il va quand même se prendre quelques blessures mortelles. Donc, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on a le rajeunissement écarlate. Donc, ça va permettre de guérir des 3 blessures, simplement. Donc, à la cible. Évidemment, ça ne fonctionne pas sur Morathi. On se souvient que Morathi ne peut pas guérir de blessures, mais sur un Cauldron of Blood ou sur un Bloodwrack Shrine, c'est toujours intéressant de pouvoir guérir des 3 blessures. Comme 5e prière, on a l'Alliance du cœur de fer. Donc, cette unité-là ne prendra pas de jet de déroute. C'est un petit peu redondant avec la Hag Brew, mais si on joue plusieurs grosses unités, ça peut être intéressant de pouvoir les protéger contre les jets de déroute. Et finalement, on a le Sacrement du sang qui augmente de 1 le bonus de la table des rites du sang. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant pour accéder plus rapidement à nos bonus. Personnellement, je retiens évidemment Catéchisme du meurtre. Hein, les 6 qui explosent, c'est particulièrement bon. J'aime beaucoup aussi la bénédiction de Cain qui permet de relancer la sauvegarde invulnérable. Puis, évidemment, le 3e, c'est le martyr du sacrifice, le sacrifice du martyr qui permet de faire des blessures mortelles sur 5+, quand un de nos modèles est tué dans l'unité. Maintenant, on va passer au bataillon parce qu'on a encore là quelques options intéressantes, un peu comme les temples. Hein, il y a des bataillons pour à peu près toutes les listes que tu pourrais vouloir monter, puis la plupart sont intéressants.
Oui, les bataillons sont diversifiés aussi en termes d'unités qu'on inclut à l'intérieur. Donc, comme tu le dis, ça permet d'avoir des bataillons pertinents pour les différentes constructions de listes dans l'armée. Le premier, c'est le Cauldron Guard. Donc, on doit inclure une Hag Queen, 2 unités de Witch Elves et 2 unités de Khinrai Life Takers. Et ça va donner +1 au jet de course et au jet de charge des unités du bataillon. On se souvient que les Witch Elves peuvent courir et charger le même tour, et qu'au tour 1, on relance les jets de 1 de course, au tour 2, on relance les jets de charge de 1 aussi. Donc, ça fait vraiment des Witch Elves qui sont très, très rapides, là, qui peuvent rapidement entrer au corps à corps. Ce bataillon-là est 120 points. Ensuite, on a le Slaughter Troop à 130 points, où on doit inclure en fait une Slaughter Queen, 2 unités de Sisters of Slaughter, de Sœurs du Massacre, et 2 unités de Khinrai Earthrenders. Et ça permet donc aux unités du bataillon de retraiter, tirer et charger le même tour. Donc ça ici, c'est un peu redondant par contre avec le temple Kelt Nord, qui permet à toutes les unités de l'armée de retraiter et charger. Mais si on joue un autre temple, si on joue par exemple beaucoup de Sisters of Slaughter dans The Crate, qui est le temple qui est préférable pour les Sisters of Slaughter, on va peut-être vouloir jouer ce bataillon-là pour aller chercher l'habilité retraite et charge. Ensuite, on a le Shadow Patrol qui est 130 points, qui nous demande de jouer 2 unités de Doomfire Warlock et 4 unités de Khinrai, au choix, l'une ou l'autre des versions des Khinrai. Ça fait en sorte qu'en phase de mouvement, plutôt que de faire un mouvement normal, les unités de ce bataillon peuvent se téléporter n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de l'adversaire. Donc ça, c'est quand même vraiment intéressant parce que ça donne énormément de mobilité à l'armée. Par contre, ça oblige à jouer 4 unités de Khinrai. Donc ça, je pense que dans les listes compétitives, on va vouloir jouer peut-être 2 unités de Khinrai, mais 4, je trouve que c'est beaucoup, là. Ensuite, on a le Scat Coven qui est pour les Melusai, donc c'est 140 points. On va devoir jouer une Bloodwrack Medusa, qui peut être sa version à pied, c'est presque un mauvais jeu de mots, parce qu'elle a un corps de serpent, ou sa version là, en Bloodwrack Shrine, donc en chariot. Donc, une Bloodwrack Medusa ou une Melusai Iron Scale. On doit jouer ensuite 1 à 4 unités de Melusai Blood Sisters, 1 à 2 unités de Melusai Bloodstalkers. Donc, les Blood Sisters sont celles pour le corps à corps et les Bloodstalkers sont celles avec des arcs. Et 0 à 2 unités de Khinrai. Et ça fait en sorte que les unités de ce bataillon-là ne prendront pas de jet de déroute. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va réduire énormément le nombre de pauses. On a un héros. Le héros qu'on inclut dans le bataillon est un héros qui rend les Melusai Battle Line. On peut avoir jusqu'à 6 unités de Melusai dans le bataillon, 2 unités de Khinrai. Fait que ça permet d'avoir une armée. En fait, on s'est amusé déjà à faire des listes et ça permet d'avoir une liste à 2 pauses seulement. Parce que je présume qu'on ne voudra pas une liste avec seulement un héros là, dans la liste, mais disons qu'on joue Moratti plus une méduse, 4 à 6 unités de Melusai, des Khinrai pour compléter. On a une liste de 2000 points en 2 pauses. Ensuite, on a la Viperic Guard qui est 140 points. On doit jouer Moratti dans ce bataillon. Donc, c'est le seul bataillon qui inclut Moratti. 1 à 2 Bloodwrack Medusa ou Iron Scale. 2 à 3 unités de Melusai. Et ça fait en sorte qu'une fois par bataille, un héros donc, de ce bataillon peut utiliser une habilité de commandement sans dépenser de points de commandement. Le bataillon est 140 points. On sait qu'un point de commandement, ça vaut 50 points. Donc, on paye 90 points pour un point de commandement supplémentaire, un item magique supplémentaire, puis réduire le nombre de pauses. Donc, c'est un bataillon qui peut être intéressant. Et finalement, on a le Shrine Brood qui est 120 points. Donc, on doit inclure 2 Bloodwrack Shrine, qui est le chariot avec la méduse, 2 unités de Melusai, 2 unités de Khinrai. Donc, on choisit une ou plusieurs unités qui sont à 6 pouces d'un de nos shrines. On tue un modèle de l'unité. Si on a tué une Melusai,
le chariot se guérit de 2 points de vie. Si on a tué une Kinéraille, le chariot se guérit de 1 point de vie. Donc, ça demande de sacrifier des précieuses mélusailles pour guérir de 2 points de vie un chariot. Je ne suis pas certain que ce soit particulièrement intéressant. Alors, on vient de voir, dans le fond, les habiletés de l'allégeance, les sorts, les prières, et on va rentrer dans le cœur du livre, c'est-à-dire les War Scrolls qui ont été pour la plupart révisés. Alors, on va recommencer évidemment par la grande championne des Daughters of Cain, Morathi elle-même. Elle a eu un War Scroll dans Broken Realms et il est à toute fin pratique resté identique, dans le fond, dans le livre des Daughters of Cain. Oui, notre nouvelle déesse a eu un nouveau War Scroll, mais entre Broken Realms et le Battletome, il y a eu un petit changement qui a beaucoup fait réagir là, les joueuses et joueurs de Daughters of Cain. Son attaque de Earth Render, donc sa grosse attaque là, sur laquelle elle a 8 attaques à 3 de dégâts, est passée d'une pénétration d'armure de 2 à une pénétration d'armure de 1. Donc, c'est un petit nerf, un petit affaiblissement qui a fait réagir. J'ai fait les calculs statistiques et contre un adversaire qui a une sauvegarde à 4+, ça diminue ses dommages de 1,8. Donc, c'est pas négligeable. C'est 2 dégâts de moins. Donc, 2 dégâts qu'ils ont enlevés à Morathi avec ce petit nerf-là. Donc, c'est déplorable, mais en même temps, quand on regarde, elle a la même arme. Donc, c'est sa lance. Elle a la même arme dans sa forme elfique et dans sa forme monstrueuse. Puis, la pénétration d'armure n'était pas la même. Donc, ils l'ont simplement remis au même niveau. Moi, je pense que c'est juste un petit élément de cohérence. Et il y a aussi que Morathi est vraiment une très, très bonne unité. Alors, c'est correct qu'il la contrôle un petit peu parce qu'elle est vraiment très, très forte. Autrement, il n'y a aucun changement. Donc, si on commence par Morathi Cain, donc sa forme elfique, aucun changement par rapport au War Scroll de Broken Realms. Donc, c'est une magicienne qui se bat quand même de manière décente contre un adversaire qui a une sauvegarde de 4+. Elle va générer en moyenne 3,5 blessures. Donc, c'est tout à fait honnête. Elle peut lancer 3 sorts par tour avec un bonus de +1. Elle peut dissiper 2 sorts par tour avec un bonus de +1. Donc, c'est quand même une très bonne magicienne. On a -1 au jet de touche, tant au tir qu'en mêlée quand on la cible. Son sort de War Scroll est très bon. Il y a une portée de 36 pouces. Il va passer sur du 7. Elle a un +1, donc il va passer sur du 6 en réalité. Et l'unité ciblée va subir un nombre de blessures mortelles dépendant d'un jet de dés. Donc, on va lancer un dé. Sur un 1, l'unité ciblée subit une blessure mortelle. Si on lance un 2 à 3, c'est D3 blessures mortelles. Et sur un 4+, ça va être D6 blessures mortelles. Donc, on a la possibilité de faire des blessures mortelles à 36 pouces de portée. C'est plutôt intéressant. Et son habilité de commandement est particulièrement bonne. Donc, on va choisir une unité entièrement à 24 pouces. Et en phase de héros, l'unité va pouvoir immédiatement tirer ou, si elle est à 3 pouces d'un adversaire, se battre. Donc, ça donne carrément la possibilité de faire se battre une de nos unités en phase de héros. On le sait, c'est une habilité qui est excellente. Donc, c'est une super sorcière. C'est une sorcière qu'on peut déplacer impunément parce qu'elle et Morathi ne peuvent subir que 3 blessures par tour. Et il faut que Morathi de Shadow Queen, qui a 12 points de vie, meure pour que sa forme elfique meure également. Et elle meurt les deux en même temps. Donc, littéralement, parce que toutes les blessures, en fait, que Morathi Cain subit sont automatiquement transférées sur Morathi de Shadow Queen, donc sa forme monstrueuse. Puis on sait que la forme monstrueuse, on va l'amener au combat le plus rapidement possible, et elle va subir des blessures. Donc, finalement, les blessures que sa forme elfique va subir vont être généralement là, en quelque sorte gratuites. Elle ne les subira pas. Donc, c'est vraiment une sorcière qu'on peut amener impunément en corps à corps. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir la placer là où on en a besoin pour la portée de ses sorts et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Et son habilité de commandement est extrêmement forte. Donc, vraiment, une belle pièce. Et on a de Shadow Queen, comme je l'ai dit tout à l'heure, le seul changement par rapport à sa charte d'unité de Broken Realms, c'est la pénétration d'armure de son attaque de Earthrender qui est passée à 1 plutôt que 2. Elle a une attaque de tir qui peut faire D6 blessures. Donc, on a 31% de probabilité là, de faire aucune blessure. Puis ensuite, on a 12% de probabilité de faire 1, 12% de faire 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite.
Et ce qui nous intéresse, donc, c'est son corps à corps, son combat. Donc, en mêlée, contre un adversaire qui a une sauvegarde à 4+, elle va faire en moyenne 10,9 blessures. Donc, 11 blessures là, contre un adversaire qui a une sauvegarde à 4+. Et Vincent, c'est assez comparable à plusieurs behemoths dans le format. Oui, en fait, on a regardé le Léviadon, par exemple, la grosse tortue des Isdonettes fait exactement 11 de blessures là, en moyenne contre du 4+. Donc, c'est assez similaire. Un Bloodthirster fait 9. Le Bloodthirster avec la grosse hache va faire 9, mais lui peut distribuer un peu de mortel autour, ce qui va l'amener à peu près en moyenne là, à 11, 12, 13 dans ce coin-là. Fait que, dans le fond, elle est dans le range là, des gros behemoths. Même dans le fond, quand on prend son 11 plus le 3,5 que va faire Morathi Kane, on est à peu près à ce que Archaon fait lorsqu'il n'y a pas de boost, là, de bonus particulier pour frapper. Donc, elle se défend très, très bien encore à corps. Oui, elle se défend très, très bien. Évidemment, le 10,9 est calculé sans aucun bonus. Donc, on sait qu'elle va pouvoir, avec les Daughters of Cain, facilement accéder à des bonus. On peut lui donner Catéchisme du meurtre, on peut lui donner Mind Razor. À partir du 3e tour, elle va pouvoir relancer ses 1 de touche. Donc, ça, c'est un strict minimum. Évidemment, elle a un tableau dégressif, donc plus elle va être blessée, moins elle va être efficace. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en combat, elle va, donc lorsqu'elle est en combat, elle va donner +1 attaque de mêlée aux unités de Kinerai et de Melusai entièrement à 18 pouces. Donc, ça, c'est une belle synergie avec les Melusai. Donner une attaque de plus aux Melusai ou même aux Kinerai, c'est vraiment de mêlée. C'est vraiment intéressant pour ça. Puis la bulle est assez grande, là, entièrement à 18 pouces, donc c'est une bonne bulle aussi. Donc, c'est une belle unité. Elle est très aléatoire parce que son attaque, avec sa queue notamment, c'est une attaque à 6 dommages. Donc, c'est une attaque à 6. J'ai dit que sa moyenne était à 11 blessures, mais son écart type est de 5. Ça veut dire qu'on a 68 % de probabilité, si on fait l'intervalle de confiance, 68 % du temps, elle va faire entre 6 et 16 blessures. Et donc, ça veut dire que 16 % du temps, elle va faire moins de 6 blessures, puis 16 % du temps, on va avoir des jets épiques à plus de 16 blessures. Donc, on voit que l'étendue des dégâts qu'elle va faire va être extrêmement variable. Mais vraiment, je pense que dans l'ensemble, on a un behemoth de 600 points qui ne peut subir que 3 blessures par tour, puis il n'y a aucun tricks, aucune alternative. Là, ils ont vraiment bien écrit le texte de manière à ce qu'il n'y ait aucune façon de contourner cette règle-là. Elle ne peut pas être tuée automatiquement d'aucune manière, donc les habiletés comme celle de Archaon, comme celle de Nagash ne peuvent pas la tuer. Donc vraiment en une fois, donc en une attaque, donc vraiment elle est très très bien protégée. On est certain qu'elle va survivre au minimum jusqu'à la fin du 2e battle round. Donc en conclusion, Morathi, à mon avis, vaut absolument ses 600 points. On a un behemoth de 600 points qui attaque bien au corps à corps, qui est extrêmement difficile à tuer et qui vient avec une sorcière qui lance 3 sorts par tour à +1. Avec un très bon sort sur sa charte d'unité. C'est vraiment super. Et maintenant, les Daughters of Cain ont des bons Endless Spells. Donc, en plus, on va vouloir jouer un Endless Spell pour profiter des 3 sorts par tour de Morathi. Est-ce que tu penses que Morathi va être ce qu'on appelle auto-include dans des listes compétitives? C'est-à-dire, est-ce que nécessairement on va la jouer, on va prendre 600 points de notre liste pour ça, puis le reste de la liste, c'est 1400 points qu'on va choisir quoi faire, mais Morathi va toujours faire partie des listes compétitives? Je pense que Morathi doit absolument faire partie des listes compétitives qui jouent des Melusai, donc qui misent sur une construction Melusai parce que la bulle de 18 pouces dans laquelle elle donne plus une attaque, c'est vraiment pas négligeable. Par contre, dans des constructions de listes qui sont vraiment axées sur des Witch Elves ou des Sisters of Slaughter, je pense qu'on pourrait vouloir jouer plusieurs chaudrons de sang et se passer de Morathi. Donc, c'est une construction qui serait possible. Maintenant, j'ai évidemment pas eu l'occasion de tester le nouveau Battle Tome, mais on va voir que les Cauldron of Blood ont baissé de points. Donc, vraiment, ne pas jouer Morathi libère 600 points. On peut jouer une véritable et gigantesque armée de hordes si on ne joue pas Morathi. Donc, est-ce qu'elle est auto-include? C'est certainement un excellent choix en compétitif. Auto-include dans les listes de Melusai, mais les listes d'elfes, je ne suis pas certain qu'il soit nécessaire de la jouer, même si elle va être très très bonne si on la joue. Okay. Alors, on passe à l'unité suivante, la Bloodrack Medusa.
Oui, ben donc ça, c'est notre autre lanceur de sort. Son nombre de points a baissé de manière significative. Elle est maintenant à 100 points. Donc ça, c'est vraiment intéressant. La portée de son tir a augmenté de 10 à 12 pouces. Donc, je rappelle que son tir permet de viser une unité. On va rouler un dé par modèle qui est à portée. Donc, on va rouler un dé par modèle qui est à 12 pouces de la Bloodwrack Medusa. Et pour chaque 5+, l'unité va souffrir une blessure mortelle. Donc, c'est un tir qui peut être très intéressant contre les hordes particulièrement, mais ça demande quand même que la méduse soit proche de sa cible. 12 pouces, c'est une courte portée, et elle est un petit peu vulnérable. Donc, elle a seulement 6 points de vie sur une sauvegarde à 5+. Donc, c'est vraiment une héroïne qui est vulnérable. Donc, on va souvent vouloir la jouer en fait sur le chariot, là, sur le Bloodwrack Shrine pour la rendre plus durable. Son profil d'attaque aussi a été légèrement amélioré. Donc, la Whisper Claw fait sur un 6 non modifié de touche une blessure mortelle. Ça fait en sorte qu'en moyenne, là, contre un adversaire qui a une sauvegarde à 4+, elle va faire un petit peu plus que 3 blessures en moyenne. Donc, c'est honnête pour une héroïne de 100 points qui est aussi une sorcière. Comme sorcière, elle peut lancer un sort par tour, mais en dissiper 2 par tour, comme on le disait tantôt en parlant des artefacts. Son sort de charte d'unité passe sur du 5+, a une portée de 18 pouces. Elle va cibler une unité ennemie et cette unité-là va avoir -1 à ses jets de blessure. Donc, elle affaiblit un adversaire. Donc, dans l'ensemble, elle a quand même un bon sort. Là. Si l'adversaire a une unité qui est particulièrement forte, on peut lui donner -1 au jet de blessure. Ça, c'est quand même intéressant. Elle a 2 Unbind, donc 2 dissipations par tour. Ça aussi, ça donne un peu de contrôle de magie dans un méta où la magie est quand même assez importante. Elle a un bon tir contre les hordes. Et aussi, lorsqu'elle est la générale, elle rend les Mélusailles Battle Line. Oui, puis on va le voir, les Mélusailles, ben, tu l'as dit déjà, elles sont jouables maintenant. Là, on n'est plus obligé de jouer juste des Witch Elves. Donc, elle va être souvent jouée finalement juste pour pouvoir jouer les Mélusailles en Battle Line. Oui. Ensuite, on a la Mélusaille Iron Scale. Ça, c'est celle qui se trouvait dans la boîte Shadow and Pain, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Exactement, c'est la nouvelle héroïne Mélusaille. Elle est 110 points. On a un 6 points de vie sur une sauvegarde à 5+, donc bravo de 9, mouvement de 8. Elle a un tir à 18 pouces qui va faire en moyenne là, une blessure contre un adversaire qui a du 4+, donc ce n'est pas un tir qui est significatif. Elle a le Crystal Touch, l'attaque qui permet de générer des blessures mortelles. Donc, elle va pouvoir, à la fin de la phase de combat, cibler un adversaire à 1 pouce, lancer un dé sur un 3+, elle va lui faire une blessure mortelle. Donc, c'est correct. Ce qui est intéressant, par contre, intéressant pour l'idée, mais mauvais en pratique, c'est son habilité qui va faire en sorte que si elle tue un modèle adverse en phase de combat, ça va donner plus une attaque à une unité de Mélusaille entièrement à 12 pouces d'elle. C'est mauvais parce que pour pouvoir faire ça, il faut faire attaquer la Mélusaille Iron Scale avant notre unité de Mélusaille pour qu'elle puisse tuer un modèle et donner l'attaque supplémentaire. Donc, il n'est pas certain, avec le profil d'attaque de la Mélusaille Iron Scale, c'est vraiment pas certain qu'elle va réussir à tuer un adversaire, surtout si on a des adversaires à points de vie multiples. Et si on attaque en premier avec elle, puis qu'on n'a pas attaqué avec nos Mélusailles, l'adversaire va pouvoir attaquer et tuer nos précieuses Mélusailles avant que celle-ci ait pu attaquer. Donc, j'aime pas ce fonctionnement-là. Et en plus, la bulle est petite, c'est entièrement à 12 pouces. Donc, c'est une belle habilité qui est bien pensée comme idée originale, mais dans l'application, dans la séquence d'activation, là, ça amène à faire un mauvais choix. Donc, j'aime pas. Son habilité de commandement, ça va permettre de choisir une unité de Mélusaille entièrement à 12 pouces et lui permettre de courir, tirer et charger le même tour. Et ses jets de course vont être de 2d6 plutôt qu'un d6. Donc ça, c'est intéressant. Ça run, charge, donc on a une course à 2d6. Les Mélusailles bougent déjà de 8 pouces avec une charge après la course. Donc ça, si on veut vraiment faire une frappe là, épique, à une distance épique,
c'est une habilité de commandement qui va permettre ça là, pour donner beaucoup de mobilité à nos Mélusailles. Donc, pour ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi sur les Mélusailles de tir, ça va permettre de les déplacer énormément. Elles ont 24 pouces de portée, donc avec une course de 2d6, la possibilité de tirer après avoir couru à 24 pouces, ça permet finalement d'aller tirer n'importe quoi sur le champ de bataille. On a vu des listes déjà qui jouent des blocs de 20 Mélusailles de tir depuis que leur War Scroll a été modifié dans Broken Realms et qu'elles ont 2 tirs par Mélusaille, donc c'est quand même intéressant de ce côté-là. Par contre, cette habilité de commandement-là est redondante avec celle du temple Keltnar, qui permet de run and charge aussi. On passe maintenant à Morgret. Celle-ci, elle se trouve dans un petit warband de Underworld. La figurine est magnifique, ça c'est certain. Maintenant, est-ce qu'ils ont réussi cette fois-ci à bien amener le War Scroll de faire la migration de Underworld à Age of Sigmar, parce qu'on sait que c'est assez difficile, règle générale. Mais en fait, mission accomplie, c'est vraiment réussi. Elle ne vaut que 80 points. C'est au point où on se demande si c'est une erreur, en fait. Parce qu'elle vaut 80 points, incluant ses gardes du corps, si je peux les appeler comme ça. Et c'est essentiellement une Hag Queen. Mais la Hag Queen vaut 90 points. Donc, elle vient avec une unité et elle coûte 10 points de moins qu'une Hag Queen. Elle a 5 points de vie avec une sauvegarde à 5+, mais quand elle subit une blessure, on lance un dé. Sur 2+, on peut l'attribuer à un de ses gardes du corps. C'est pour ça que je les appelle les gardes du corps, l'un des autres membres du Blade Coven. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Son profil d'attaque est un peu moins bon que celui d'une Hag Queen régulière. Elle a 3 attaques plutôt que 4, mais c'est des attaques à 1 dommage. C'est complètement anecdotique. Donc, c'est une prêtresse. Sa prière sur son War Scroll est aussi moins intéressant que la prière sur la Hag Queen en tant que telle. En fait, ça fait en sorte qu'on peut faire D3 blessures mortelles à une unité à 3 pouces. Donc, c'est pas particulièrement bon, mais on va le prendre. Mais elle bénéficie de la Witch Brew. Et ça me permet d'expliquer la modification à la Witch Brew. Donc, ça c'est quand même un nerf, un affaiblissement qui est quand même significatif. C'est peut-être le plus gros dans l'armée, dans le nouveau Battle Tome. Alors, on choisit une unité entièrement à 12 pouces. On roule un dé. Et sur 5+, l'unité va bénéficier du bonus là, de la Witch Brew. Donc, ça donne 2 choses, ça a 2 effets, la Witch Brew, et on a les deux, là, on n'a pas à choisir, on a les deux. Le premier, c'est que l'unité, jusqu'à notre prochaine phase de héros, va pouvoir relancer ses jets de blessure. Donc ça, on le sait, c'est extrêmement bon. Et l'unité ne prendra pas non plus de jets de déroute. Donc ça, sur un gros bloc de Sort du Massacre, sur un gros bloc de Witch Elves, c'est excellent. Par contre, le 5+, pour le réussir, est mauvais, donc c'est vraiment, mais ça va pouvoir être, en fait, ça va s'améliorer au fur et à mesure de la partie. Donc, la manière dont c'est formulé, c'est qu'on va avoir +1 au jet pour chacune de 3 habilités que la prêtresse va avoir gagnées, et ces habilités-là sont les habilités numéro 2, 3 et 4 du tableau des rites de sang. Donc, finalement, à partir du tour 2, le Hag Brew, le Witch Brew, pardon, va passer sur du 4+. À partir du tour 3, ça va être sur du 3+. Puis au tour 4 et 5, ça va être sur du 2+, que ça va être réussi. Et si on est dans Agnar, on se souvient que toute notre armée bénéficie d'un +1. Donc, à ce moment-là, dès le tour 1, ça va passer sur du 4+, ensuite 3+, puis dès le tour 3, on va être sur du 2+ pour réussir notre Witch Brew. Donc, c'est pour ça que Agnar demeure un temple particulièrement intéressant parce que le bonus du Witch Brew est tellement bon qu'on va souhaiter là, faire en sorte qu'il puisse passer avec le plus de fidélité possible. Donc, c'est un gros nerf parce qu'avant, c'était automatique. Maintenant, il faut réussir un jet de dés. Donc, c'est une habilité très forte qui est beaucoup moins fiable qu'elle l'était. C'est malheureux, mais en même temps, c'était tellement fort que c'est correct de l'avoir ramené à quelque chose qui a un peu plus de bon sens. Oui, c'était fort. Ça faisait en sorte que y a le bloc de Witch Elf que tu frappais avec sa sauvegarde qui était souvent à 5+ parce que tu es en Agnar, son invulnérable. Puis là, tu t'arrangeais pour la rerouler parce que tu te mettais proche de ton chaudron.
Ça faisait qu'on tuait pas tant de modèles que ça. Puis là, en plus, on l'immunisait au Battle Shock. Fait que ça venait, non seulement elle cognait très très fort, mais elle était très très difficile à tuer. Fait que là, de temps en temps, ton Witch Brew ne fonctionnera pas. De temps en temps, on va dire, OK, ben là, c'est le temps qu'on peut frapper dans l'unité. Ça donne une certaine vulnérabilité là, à tes gros blocs là, de Witch Elf ou de Melusaï ou autre. Les Witch Elves sont encore très très fortes, donc on va encore pouvoir les booster de manière vraiment intéressante, mais là, il y a un petit peu plus d'aléatoire. C'est correct, écoute, dans un tournoi, j'ai eu 5 Witch Elves qui ont tué 4 de mes Kurnoth Hunters. Ça n'a aucun sens, là. 5 Witch Elves qui tuent 4 Kurnoth Hunters en un tour de bataille. C'est sûr qu'elles étaient sur le Witch Brew plus le catéchisme du meurtre, mais quand même, c'est complètement ridicule, là. Donc là, c'est un petit nerf qui est quand même léger, mais qui va être significatif quand on va rater le jet. Oui, c'est ça. Ça va faire une différence. Là. Vous allez sentir les joueurs de Daughter of Cain là, quand ça va rater. Puis ça va être une opportunité pour l'adversaire peut-être de réussir à au moins diminuer un peu la grosseur de tes blocs là, parce que ça cogne très, 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 très fort des Daughter of Cain. Et comme je le disais, je pense que c'est le plus gros nerf, c'est le plus gros affaiblissement que ce Battle Tome-là amène. Excellent. Donc, après cette unité-là, qui va être jouée énormément, de ce que je comprends, on passe à la Hag Queen. Oui, la Hag Queen, en fait, donc elle vaut 90 points. C'est un 5 points de vie sur une sauvegarde de 5+. Bon, ses attaques sont anecdotiques. Elle aussi a la Witch Brew que je viens d'expliquer. Ses prières passent sur du 3+. Donc, une première prière permet de faire passer ses attaques. Là, elle a 4 attaques à 1 dégât. Ça permet de faire passer les attaques à D3 de dégâts. Donc, concrètement, ça fait contre un adversaire qui a une sauvegarde à 4+, au lieu de faire 1,2 blessures en moyenne, elle va faire 2,4 blessures en moyenne. Donc, ça reste très anecdotique. Elle a la Touch of Death, le toucher mortel, qui est la même prière que Morgweth a, donc possibilité de faire D3 blessures mortelles à une unité à 3 pouces. Et lorsqu'elle est sur le chaudron, j'en reparlerai tantôt, elle peut aussi animer là, un avatar of Cain. Mais là, de toute façon, c'est pas juste pour les prières sur leur Watchwall qu'on va les prendre, c'est pour les prières auxquelles ils ont accès dans le livre Daughter of Cain. Fait que c'est la Witch Brew qui est vraiment forte et la prière qu'elles vont aller chercher aussi là, dans le livre. Oui, parce qu'on se souvient qu'elles peuvent lancer une prière qui est sur leur War Scroll et tenter de lancer aussi la prière qu'elles connaissent, des prières des Daughters of Cain. Donc, c'est 2 prières par tour pour les Hag Queen et les Slaughter Queen. Excellent. Alors, on passe justement à la Slaughter Queen. Oui, la Slaughter Queen qui a subi un petit affaiblissement et aussi une amélioration significative. Donc, notre Slaughter Queen est à 100 points, elle a 5 points de vie, sauvegarde à 5+. Donc, l'affaiblissement, c'est qu'avant, elle pouvait dissiper un sort en phase de héros adverse. Elle ne peut plus dissiper de sort dans sa forme à pied. Elle peut le faire encore dans sa forme lorsqu'elle est sur un Cauldron of Blood, mais elle ne peut plus le faire dans sa forme à pied. Elle a les mêmes prières que la Hag Queen, plus la prière Dance of Doom, qui est vraiment une très bonne prière. Donc, sur 3+, ça va faire en sorte qu'elle va pouvoir attaquer une seconde fois en phase de combat. Une seconde fois non consécutive. Donc, on l'active une première fois, l'adversaire active et ensuite on peut choisir de la réactiver. Donc, c'est particulièrement intéressant quand on va la jouer dans sa forme sur le Cauldron of Blood parce que quand l'avatar de Cain qui est sur le Cauldron of Blood est activé, là, le chaudron, il commence à frapper assez fort, donc pouvoir attaquer 2 fois dans la phase de combat, c'est vraiment très bon. Mais ce qui est particulièrement intéressant comme amélioration, en fait, c'est qu'avant, son habilité de commandement, qui est excellente, ne pouvait être utilisée que lorsqu'elle était générale. Alors, cette condition-là a été enlevée. Je rappelle son habilité de commandement qui est restée inchangée. Donc, on choisit une unité Daughters of Cain entièrement à 12 pouces d'elle et elle, en phase de héros. Et l'unité, si elle est à 3 pouces d'un adversaire, peut immédiatement attaquer en phase de héros. Donc, un paquet de 20 ou 30 Witch Elves qui attaquent en phase de héros ou Morathi qui attaque en phase de héros, c'est vraiment excellent. C'est une très, très bonne habilité de commande. Oui, surtout c'est intéressant parce que comme c'est en phase de héros, ça te permet de libérer ton unité pour après ça pouvoir te déplacer puis aller charger ailleurs. Fait que c'est vraiment une bonne habileté. Là. Oui, effectivement, si les attaques qu'on fait en phase de héros nous permettent d'éliminer notre adversaire,
effectivement, ça libère notre unité. C'est vraiment une super bonne habilité. Et justement, avant, on jouait presque tout le temps, en fait, la Slaughter Queen sur le Cauldron of Blood comme général pour pouvoir utiliser son habilité. Maintenant, on n'est plus obligé de l'avoir comme général pour pouvoir utiliser cette habilité, ce qui fait en sorte que, par exemple, on va pouvoir jouer une Melusaille Iron Scale ou une Méduse comme général pour pouvoir avoir les Melusailles comme Battle Line et quand même pouvoir bénéficier de l'habilité de commandement qui est excellente de la Slaughter Queen. Donc, c'est vraiment une amélioration qui est significative. Avant, on voyait des builds qui étaient surtout plusieurs, 2, 3 Hag Queen, une Slaughter Queen. J'ai l'impression qu'on va peut-être des fois voir 2 Slaughter Queen maintenant pour pouvoir utiliser l'habilité de commandement qui a une build quand même juste de 12 pouces. Au bon endroit, là, au bon moment, là, se donner 2 endroits là, sur le champ de bataille où on va pouvoir l'utiliser là où on en a besoin. On va poursuivre justement encore avec la Slaughter Queen, mais cette fois-ci sur le gros chaudron de sang. Oui, sur le chaudron de sang, elle vaut 270 points, donc 170 points de plus. On passe à 13 points de vie, sauvegarde qui est à 5+, mais on sait qu'une des habiletés du chaudron de sang, c'est que dans une bulle à 18 pouces, donc toutes les unités Daughters of Khaine entièrement à 18 pouces vont avoir +1 à leur sauvegarde. Donc, virtuellement, le Cauldron est toujours sur une sauvegarde à 4+, parce qu'il est toujours à portée de lui-même. Donc, ça, c'est vraiment très bon. Lorsque l'Avatar of Khaine, qui est sur le Cauldron of Blood, est activé, il y a un tir à 10 pouces qui va faire en moyenne 1,8 dégâts à une unité qui a une sauvegarde de 4+, donc c'est correct. L'Avatar lui-même a des attaques à 3 dégâts, ce qui fait en sorte que contre un adversaire qui a une sauvegarde à 4+, il va produire 4,4 blessures mortelles, blessures régulières en moyenne. La Slaughter Queen elle-même va faire 2,7 blessures, 3,5 si elle s'est fait sa prière qui fait passer sa deuxième arme de 1 à D3 dégâts. Et les Witch Elves qui gardent le Cauldron font en moyenne 1,33 blessures. Donc, lorsque tout le monde est activé et en pleine forme, le Cauldron va faire en moyenne 8,4 blessures contre un adversaire qui a une sauvegarde à 4+. Donc, c'est pas complètement fou, ça ne frappe pas comme un gros behemoth, mais c'est seulement 270 points et ça offre surtout d'autres habiletés. C'est pas seulement un behemoth là, qui est un beatstick. Le Cauldron va aussi avoir des impact hits sur la charge. Donc, sur un 2+, on a D3 blessures mortelles en blessure d'impact. Je l'ai dit, il y a l'habilité bouclier de sang qui donne +1 de sauvegarde à toutes les unités Daughters of Khaine entièrement à 18 pouces. C'est aussi une idole qui fait en sorte que toutes les unités Daughters entièrement à 12 pouces ont +1 à leur bravoure. Elle peut unbinder, donc dissiper un sort par tour. Elle connaît les mêmes prières que la Slaughter Queen à pied dont on vient de parler, mais elle connaît aussi la colère de Khaine qui permet d'animer l'avatar. Donc, on sait les avatars s'animent automatiquement au 3e échelon, donc au tour 3 du tableau là, des rites de sang. Là, avec cette prière-là, sur 3+, on l'anime, donc on peut animer un avatar dès le tour 1. On voit que l'avatar est responsable de plus de la moitié des dégâts de combat que fait le chaudron, donc ça vaut vraiment la peine de tenter de l'animer si on pense qu'on va être en combat. Et elle a évidemment son excellente habilité de commandement. Donc je pense que pour 270 points, là, on en a vraiment pour notre argent. Oui, c'est vraiment une belle pièce. Elle était déjà très jouable, elle renforçait déjà l'armée dans ses versions avant. Là, ça va continuer à être joué sur les champs de bataille. C'est clair qu'on va continuer à les voir, elles sont très bonnes. Absolument. On passe à la version, la Hag Queen sur Cauldron of Blood? Oui, bien en fait, c'est exactement les mêmes statistiques que la Slaughter Queen. Elle frappe un petit peu moins fort au corps à corps parce que la Hag Queen frappe un peu moins fort que la Slaughter Queen au corps à corps. Donc, en termes de dommages, quand l'avatar est animé et que tout ce beau monde-là est en pleine forme, on est à 6,9 dégâts en moyenne contre l'adversaire qui a une sauvegarde à 4+, plutôt que 8,4. Donc, 1,5 dégâts de moins en moyenne, mais on est à 220 points plutôt que 270 points. Donc, c'est quand même significatif là, comme réduction. Donc, pour 130 points de plus que la Hag Queen à pied, on a le Cauldron et on sait que l'avatar seul à pied vaut lui aussi 130 points. Donc, vraiment, c'est un super deal, comme on dit. On passe ensuite à l'autre construction qu'on peut faire avec le même kit, là, le Blood Rack Shrine.
Oui, ben c'est la version avec la méduse dessus. Donc, on est sur des statistiques semblables, là, 13 points de vie, sauvegarde à 5+. Cette fois-ci, par contre, il n'y a pas l'aura qui donne +1 à la sauvegarde. Donc, on est vraiment sur une sauvegarde à 5+. Donc, on a encore une fois le tir de la méduse qu'on a décrit tout à l'heure. En termes de dommages aussi, c'est pas particulièrement bon parce qu'il n'y a pas d'avatar of Khaine sur ce chariot-là. Donc, on va faire un peu moins là, que 5 dégâts en moyenne avec ce Cauldron-là. Donc, il n'est pas très fort au combat en corps à corps. Par contre, il y a la aura d'agonie qui va faire en sorte que tous les ennemis à 7 pouces, donc pas entièrement à 7 pouces, mais à 7 pouces, vont subir des 3 blessures mortelles sur un 2+. Donc, ça, c'est plutôt bien. C'est un 2+, par contre, qui est dégressif. Donc, au fur et à mesure que le shrine est blessé, on va passer sur du 3+, 4+, 5+ pour l'aura d'agonie. On a ici aussi les blessures mortelles, des 3 blessures mortelles sur 2+, sur la charge. Donc, les blessures, les impact hit. Et on a la magie de la méduse. Donc, mais ce qui est intéressant, donc c'est vraiment, vraiment moins fort que le Cauldron of Blood, mais on est seulement à 160 points. On se souvient que la méduse est 100 points, donc pour 60 points, on passe à 13 points de vie plutôt que 6. On gagne un petit peu de dommages, on gagne l'aura d'agonie. Donc vraiment, moi je pense que c'est pour 60 points, là, ça vaut vraiment la peine. On dirait que Games Workshop avait envie de vendre ce kit-là. Ça vaut vraiment la peine. Ensuite, bon, on passe aux unités de corps à corps. On va passer à ces unités-là qui ont terrifié pendant un temps tout le monde d'Age of Sigmar. Les Witch Elves qui ont dominé les champs de bataille pendant un certain temps, une courte période. C'était une des armées qui a été godetière. Alors, qu'est-ce qui a changé avec les Witch Elves? Oui, donc je pense que les Witch Elves, quand même, vont pouvoir encore terrifier les champs de bataille, pas de la manière dont elles le faisaient là, dans leur âge d'or, mais ça reste une armée, une unité, pardon, qui va pouvoir être buffée de manière extrêmement intéressante. C'est sûr que dans le méta actuel, elles vont souffrir du fait qu'elles n'ont pas de pénétration d'armure, qu'elles ne génèrent pas de blessures mortelles. Donc, quand elles vont arriver contre un Bastiladon, contre le Léviadon, contre aussi des Mortrait Guard là, avec un 3+ de sauvegarde d'armure, relance les 1 si ma mémoire est bonne. 3 plus reroulable. 3+ reroulable. Fait que Bon, pas de REM, ça passera juste pas. Là. c'est ça. En fait, je pense que c'est 11 ou 12% des touches qui passent là, contre un 3+ reroulable quand on n'a pas de rend. Donc, c'est sûr que là, elles vont, mais contre des unités normales, si je peux m'exprimer ici, là, ça va demeurer disons, des moissonneuses batteuses lorsque bien buffé les Witch Elves. Donc, les Witch Elves, ça reste par contre une unité qui est extrêmement fragile. On est sur une sauvegarde à 6+. Elles ont 1 point de vie chacun. On va en avoir 10 pour 100 points. De base, elles ont 2 attaques. Ça, c'est lorsqu'elles sont équipées du bouclier perce-cœur, donc qui fait en sorte que sur les jets de sauvegarde de 6 non modifiés, elles renvoient une blessure mortelle à l'adversaire, puis ça augmente leur sauvegarde à 5+ en combat. Donc, le bouclier peut être intéressant là, pour les petites unités, plus de 10 qu'on va utiliser comme écran. Mais quand on les joue en bloc de 20 ou 30, là, ça va être beaucoup plus intéressant de les jouer avec 2 épées, ce qui leur donne une attaque supplémentaire. Elles passent à 3 attaques. Et on va pouvoir aussi les buffer. Donc, lorsqu'elles sont entièrement à 12 pouces d'une héroïne, avant, elles gagnaient une attaque supplémentaire. Donc, on se retrouvait avec des Witch Elves qui avaient 4 attaques. Là, ce que ça fait, c'est qu'elles vont avoir +1 à leur jet de blessure. Donc, a priori, c'est un nerf, mais quand on fait le calcul, c'est pas un nerf. C'est un nerf lorsqu'elles ont 2 attaques, mais lorsqu'elles ont 3 attaques, ce n'est pas un nerf. Donc, je vous donne quelques statistiques. Les Witch Elves avec une épée, un bouclier, vont faire en moyenne 3,5 blessures. On parle toujours d'une unité de 10 Witch Elves. Vont faire en moyenne 3,5 blessures contre un adversaire qui a une sauvegarde à 4+. Si elles sont entièrement à 12 pouces d'un héros et ont +1 à leur jet de blessures, on passe à 4,7 blessures en moyenne. Et dans l'ancien format, qui leur donnait une attaque de plus, c'était 5,2 blessures en moyenne. Donc, c'est une différence de 0,5. C'est significatif quand même, mais ce n'est pas complètement catastrophique. Donc, si elles ont 2 attaques, elles sont entièrement à 12 pouces, par exemple, d'une Hag Queen qui leur a donné Witch Brew, là, on est à 6,2 dommages pour notre unité de 10 Witch Elves. Si on les a équipées avec 2 épées, elles ont 3 attaques de base, donc elles font 5,2 dommages en moyenne contre notre adversaire, toujours qui a une sauvegarde à 4+.
en relançant, en fait, en ayant +1 à leur jet de blessure, grâce à une héroïne à 12 pouces, on passe à 6,9 dégâts. Si on était sur l'ancien format qui leur donnait une 4e attaque, on était à 6,8 dégâts en moyenne. Donc, c'est vraiment 6,9, 6,8. Le +1 au jet de blessure est équivalent à l'attaque supplémentaire quand on a déjà 3 attaques par Witch Elves. Et si donc on a nos Witch Elves avec 3 attaques qui sont à 12 pouces d'une Hag Queen qui leur a donné Witch Brew, on est rendu à 9,2 dégâts de moyenne. Donc 10 Witch Elves font 9,2 dégâts de moyenne à une unité qui a un 4+ de sauvegarde. C'est vraiment excellent. Là. Pour une battle line à 100 points, c'est excellent. Oui, mais ça a toujours été ça la force des Witch Elves. Dans le fond, c'est qu'on pouvait additionner les buffs dessus. Puis là, ça devient, comme tu dis, une moissonneuse batteuse. Là, ça touche une unité, puis ça la fait exploser tout simplement. Là. Je me suis amusé à faire le calcul où on a 10 Witch Elves avec 2 épées, donc 3 attaques chacune, qui sont entièrement à 12 pouces d'un héros, qui ont la Witch Brew, sur qui on a lancé le sort Mind Razor, et donc qu'on est au tour 3 ou plus, donc elles relancent leur jet de touche de 1. On a passé aussi la prière catéchisme du meurtre qui rend les 6 explosifs. Donc, si on les a boostés au maximum, finalement, elles font plus de 10 Witch Elves font plus de 30 dégâts en moyenne à une unité qui a une sauvegarde à 4+. Vraiment, le moissonneuse batteuse, ça passe puis il reste rien debout. Évidemment, ça implique qu'on ait mis énormément de buffs sur la même unité, mais sur un bloc de 20 ou 30 Witch Elves, c'est extrêmement tentant de vouloir mettre catéchisme du meurtre, Mind Razor, Hag Brew, garder une héroïne entièrement à 12 pouces, puis faire en sorte que ça détruit presque n'importe quoi. C'est hallucinant. Puis là, on parle de 10 Witch Elves. Si on en a 20 ou 30. C'est ça. En fait, c'est ça qui est terrifiant, c'est que tu en as juste 10 et quand même, tu peux mettre tous les bonus sur cette petite unité-là de 100 points et elle va générer plus que 30 blessures contre du 4+. Normalement, tu vas faire ça sur une unité qui coûte 300 ou 400 points, une Death Star qu'on appelle, tu vas aller mettre plusieurs buffs, c'est un gros bloc. Là, ça vaut la peine, mais il n'y a pas beaucoup d'unités qui peuvent, à seulement 100 points, valoir la peine d'investir la prière, la magie, l'habileté de 2 ou 3 héroïnes derrière pour les buffer. Alors, ouais, ça fait peur. Honnêtement, là, de l'autre côté de la table, c'est terrifiant quand on voit ça. Là. Et ce n'est pas tout. Avec la bannière, les Witch Elves vont relancer leur jet de déroute raté. Et avec la musicienne, ils vont avoir la possibilité de courir et charger. Donc, c'est 2 très bonnes habiletés. Donc, vraiment, la seule doléance peut-être, c'est que c'est une unité qui est extrêmement fragile. Ils sont sur une sauvegarde à 6+, avec évidemment l'invulnérable à 6+, donné par l'habileté d'allégeance. Et une autre modification qui a été faite, c'est qu'avant, on avait un bonus, une réduction des coûts en points de horde. Donc, quand on en jouait 30, donc en effectif maximum, on avait une réduction. Là, on n'a plus de réduction. Donc, c'est 100 par tranche de 10. Puis si on en joue 30, c'est 300 points. Ouais, les réductions pour les hordes semblent disparaître. C'est la même chose dans le livre de Slaanesh aussi. Les réductions sont disparues. Ceci dit, tu dis qu'elles sont fragiles. Je vais quand même mettre un bémol. Si tu les joues en Agnar et que tu amènes ton chaudron à côté, elles sont rendues sur une invulnérable de 5+ reroulable. C'est mieux que le 4+ des invulnérables des Fire Slayer, par exemple. Là. Fait que c'est pas facile à faire tomber non plus. Là. Puis si elles sont à portée du chaudron comme ça, non seulement elles ont l'invulnérable à 5+ relançable, mais elles sont aussi sur un 5+ de sauvegarde plutôt que 6+, donc de sauvegarde régulière. Donc vraiment, il y a moyen de... C'est ce que j'adore des Witch Elves, j'en ai 60, c'est cette possibilité-là de vraiment les buffer de manière hallucinante. Là. Il y a un plaisir à jouer des synergies dans notre armée, et c'est une unité qui synergise vraiment de manière... vraiment amusante. Ben, pour le joueur qui les joue, peut-être moins pour l'adversaire qui les reçoit. Ouais, ben, faut aimer ça ranger nos pièces, là, c'est-à-dire les prendre et les reclasser dans nos boîtes. C'est assez terrible. Là. Pour l'avoir affronté, c'est horrible à quel point ça cogne fort. Là. Ça surprend la première fois que ça nous arrive. Oui, tout à fait. Alors, on passe ensuite, après les Witch Elves, aux Sizzler of Slaughter. C'est des figurines qu'on peut faire avec le même kit, mais qui sont équipées d'un fouet et qui ont un masque au lieu d'avoir le visage découvert. Oui, tout à fait. Celles-là sont à 120 points pour 10 plutôt que 100. Elles n'ont pas de bonus d'effectif maximum, donc pas de bonus pas de réduction en fait de coût en points quand on les joue en effectif maximum.
Donc, on a les mêmes statistiques, un mouvement de 6 pouces, une bravo à 7, une sauvegarde à 6, un point de vie chacune. Même chose aussi, donc on peut relancer les jets de déroute. On a aussi course et charge le même tour grâce à la musicienne et à la porte-bannière. Elles ont gardé leur superbe habilité qui est la possibilité d'être activées lorsqu'elles sont à 6 pouces plutôt qu'à 3 pouces de l'adversaire en phase de combat. Donc, elles ont encore une fois le pile-in and attack à 6 pouces plutôt que 3 pouces. Donc, ça, c'est vraiment excellent parce que dès que l'unité est à 6 pouces de l'adversaire, on n'a même pas à rouler le jet de charge. On fait juste faire un pile-in puis on est sûr de pouvoir attaquer. Et en plus, ça fait en sorte qu'on peut attendre au dernier moment pour pile in une fois que l'adversaire ne peut plus activer son unité. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que Pride a plusieurs fois là, sur French War Game Studio, bien expliqué, bien décrit, là, tous les trucs qu'on peut faire avec cette habileté-là. Donc, j'en parlerai pas davantage, mais Non, c'est vraiment une habileté incroyable, là, le pile-in à 6 pouces. J'ai vu quelqu'un dans un rapport de bataille qui retraitait son unité à 4 pouces pour pouvoir attaquer de l'autre côté de la table avec une unité. Et là, après ça, faire le pile-in de 6 pouces pour réengager les Sister Slaughter, pas qu'elles se soient faites attaquer avant. C'est merveilleux, tous les petits tricks qu'on peut faire avec ça. Ah, c'est superbe. En termes de profil d'attaque, c'est comme les Witch Elves. Donc, on peut avoir 2 attaques et le bouclier ou 3 attaques. Petite différence, par contre, le fouet permet des attaques à 2 pouces, alors que la dague et les Witch Elves sont à 1 pouce de portée. Et donc, ça, c'est particulièrement intéressant avec le pile-in à 6 pouces. Donc, des fois, si on est à 4 ou 5 pouces de l'adversaire, on pile-in de 6 pouces, on ne pourra pas nécessairement amener toute notre unité en combat, contrairement à une bonne charge. Mais là, avec le 2 pouces de portée, bien, ça permet de faire frapper un peu plus de Witch Elves qui sont sur des bases de 25 mm. Donc, ça veut dire qu'elles frappent sur 3 rangs avec un 2 pouces de portée. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. La différence, par contre, avec les Witch Elves, c'est qu'elles n'ont pas le bonus, là, le +1 au jet de blessure lorsqu'elles sont entièrement à 12 pouces d'une héroïne, mais c'est largement compensé par le pile-in de 6 pouces. Puis on peut les buffer vraiment, mis à part là, le +1 au jet de blessure, on peut leur donner tous les buffs qu'on donnait aux Witch Elves. Donc les statistiques que je vous ai communiquées sur les Witch Elves s'appliquent à peu près là, aux Sisters of Slaughter. Là. Entre les deux, laquelle préfères-tu? Bien, elles jouent des rôles différents. Les Witch Elves sont un petit peu plus fortes en combat si on a une héroïne à proximité à cause du +1 au jet de blessure. Elle coûte 100 points plutôt que 120 pour 10 aussi. Donc, sur des gros blocs, ça finit par faire une différence. Mais les Sisters of Slaughter, avec leur capacité à faire un pile-in à 6 pouces, jouent un rôle vraiment différent, tactique, intéressant, qui est différent. Donc, je pense que j'aurais tendance à jouer les deux. On passe ensuite à une unité qui était mal aimée dans le dernier Battletome, mais qui s'est améliorée, les Doomfire Warlock. Donc, les Doomfire Warlock, la principale amélioration, en fait, c'est une réduction significative de leur coût en points. Ils sont à 120 points pour 5, et là, ils deviennent intéressants. C'est une unité de cavalerie légère qui a un mouvement de 14 pouces, donc c'est vraiment un très bon mouvement. 2 points de vie, sauvegarde à 5+, bravo à 6, et l'unité est un sorcier, et qui, lorsqu'ils sont 5 ou plus, ont +1 à leur lancement de sort et à leur jet de dissipation aussi. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Par contre, ils ont une limitation. Ils ne peuvent pas lancer d'autres sorts que leur sort de charte d'unité et Mystic Shield ou Arcane Bolt. Donc, ils ne peuvent pas prendre de sorts, là, des excellents sorts de la liste des sorts des Daughters of Cain. Donc ça, c'est bien dommage. Mais leur sort de charte d'unité est excellent. Donc, il y a une valeur de lancement de 6. On se souvient que notre unité a 5 ou plus, a un +1, donc il va passer sur du 5. La portée est de 12 pouces, donc c'est relativement court. Mais ça va faire en sorte que si l'unité donc des Doomfire Warlock est a moins de 5 modèles, le sort va faire D3 blessures mortelles à la cible. Si on a entre 5 et 9 Doomfire Warlocks, on va faire D6. Et si on a 10 Doomfire Warlocks ou plus, on va faire 6 blessures mortelles. Donc pour 240 points, on peut jouer 10 Doomfire Warlock qui, sur un 5+, passe un sort qui fait flat 6 blessures mortelles. C'est vraiment un très, très bon sort. La portée est courte, 14 pouces, donc 12 pouces, pardon. Donc ça, c'est quand même une limitation raisonnable, mais je pense que ça les a rendus jouables, cette réduction de coût en points.
Ils ont aussi du tir, donc ils peuvent, 5 Doomfire Warlock vont faire en moyenne 1,7 blessures à une unité qui a une sauvegarde de 4+, et leurs cimetières, donc leurs attaques au corps à corps, vont faire en moyenne 3,7 blessures. Là. Leurs attaques plus les attaques de leurs chevaux. Chaque elfe a 2 attaques. Chaque cheval a 2 attaques aussi, donc on est à 4 attaques par modèle. On génère 3,7 blessures contre un adversaire qui a une sauvegarde à 4+. Donc ça, plus le tir, plus le sort, ça en fait finalement une assez bonne unité de chasse. Ouais, ben, un 6 blessures mortelles direct, ça veut dire que ça tue la majorité des petits persos à pied là, dans le jeu. C'est sûr que c'est à 12 pouces, mais le tour d'avant, ils vont s'être déplacés de 14 pouces, plus un run probablement, plus une course, donc ils ont pu s'approcher. C'est sûr que ça demeure fragile, c'est sur du 5+, donc c'est une unité qui va tomber au corps à corps, mais si elle a le malheur de survivre avec 10 modèles, on ne peut pas laisser ça proche de nos héros. Là. Non, ou même sur des behemoths. 6 blessures mortelles sur un behemoth, souvent, ça l'amène beaucoup plus bas. Là, ça le fait baisser de 2 lignes sur sa charte dégressive. C'est vraiment où c'est suffisant pour faire prendre un test de déroute à une unité là, quand on perd 6 modèles. Donc, vraiment, c'est un beau sort. Ensuite, on passe aux Melusai Blood Sisters. Les Blood Sisters, c'est les Melusai, donc équipés de halbardes, donc qui sont faites pour se battre en combat. Les Melusai ont 2 points de vie chacune sur une sauvegarde à 5+, bravoure à 8 et mouvement à 8. Donc, leurs attaques font en sorte qu'elles produisent en moyenne 4,7 blessures. Donc, 5 Melusai, en fait, vont générer 4,7 blessures contre un adversaire qui a une sauvegarde à 4+. Et à ça va s'ajouter leur Turned to Crystal, donc le toucher qui transforme l'adversaire en cristal. À la fin de la phase de combat, les Melusai vont pouvoir cibler une unité adverse à 3 pouces d'aile et faire une blessure mortelle sur un 3+. Donc, chaque Melusai, en fait, va faire une blessure mortelle sur un 3+. Donc, 5 Melusai vont faire en moyenne 3,33 blessures mortelles. Donc, si on additionne leurs dommages avec leurs attaques régulières, plus les dommages par blessure mortelle, on est à 8,1 dégâts contre une unité qui a une sauvegarde à 4+, pour 5 Melusai. 5 Melusai valent 130 points. Donc, si on ramène ça à un ratio, comme on aime le faire, un ratio par tranche de 100 points, on est à un ratio de 6,2, ce qui est quand même très bon pour une unité d'infanterie. Oui, en fait, ça se compare avantageusement, par exemple, aux évocateurs des Stormcast. Là, je prends ceux-là parce que c'en est une unité qui a un ratio très élevé. Lorsqu'on additionne les attaques plus les blessures mortelles qu'elles font par la suite, les évocateurs ont 5,8 ou 5,9 de ratio. C'est-à-dire que pour 100 points d'évocateurs, on va générer en moyenne 5,8 blessures. Fait que c'est à peu près dans le même range, sauf que chez les Daughter of Cain, tu as accès à beaucoup plus de bonus pour les rendre encore plus létales dans ce cas-ci, alors qu'on n'a pas autant de bonus, là, vraiment pas chez les Stormcast Eternal. Bien, on l'a vu quand on a parlé des héros, il y a différentes manières de donner plus une attaque à nos Melusai, donc pour augmenter leurs dégâts encore plus. On l'a vu aussi, les Witch Elves avec 3 attaques, mais sans aucun buff, font en moyenne 5,2 dégâts pour 100 points. Ici, on est à 6,2 pour 100 points. Donc, les Melusai font de base, sans aucun bonus, un peu plus mal que des Witch Elves. La seule petite limitation, peut-être, c'est qu'avant, cette attaque-là là, de transformation en cristal était une ligne d'attaque. Donc, elle se faisait au moment où on activait nos Melusai. Maintenant, ça se fait à la fin de la phase de combat, comme le font les Kurnot Hunters notamment, ce qui fait en sorte que l'adversaire va pouvoir avoir frappé dans nos Melusai, peut-être tué quelques Melusai. Donc, ça diminue un peu l'impact. Par contre, avant, c'était sur un 4+, qu'on faisait la blessure mortelle. Maintenant, c'est sur un 3+. Donc, c'est un petit peu plus fiable, mais l'adversaire va avoir pu activer avant qu'on puisse générer nos blessures mortelles. Donc, ça va être situationnel de savoir si c'est un nerf ou une amélioration. Et puis, comme les Witch Elves, évidemment, là, on ne t'a pas fait toutes les statistiques, je ne les ai pas montrées, mais on va pouvoir appliquer la Witch Brew, on va pouvoir appliquer Mind Razor, Catéchisme du meurtre, là, et en plus, une attaque additionnelle avec Morathi, dont on avait parlé, là, quand on a parlé du War Scroll de Morathi. Tout à fait, ou avec la Melusai Iron Scale aussi, qui peut le faire là, dans la situation un peu bizarre où on active la Iron Scale avant nos Melusai. Donc, en somme, ce qui est intéressant, c'est qu'elle génère des blessures mortelles. On a
les Witch Elves, Sisters of Slaughter, nos autres unités génèrent peu ou pas de blessures mortelles. Donc là, c'est un accès à des blessures mortelles. Donc ça rend les Mélusailles très intéressantes. Par contre, sur leur War Scroll, elles n'ont pas d'habilité particulière. Donc il n'y a pas de run and charge, il n'y a pas de relance des jets de déroute, rien de tout ça. Alors, ça fait le tour pour les Mélusailles Blood Sister. On va maintenant passer à leurs sœurs qui sont les Mélusailles Shadow Bloodstalkers, excusez-moi. Les Bloodstalkers, elles, c'est celles avec les arcs. C'est le même kit, mais ils ont des équipes d'arcs au lieu d'albardes. Oui, tout à fait. Et depuis la nouvelle charte d'unité de Broken Realms, elles ont maintenant 2 tirs plutôt que 1. Donc, les Mélusailles ont des tirs à 24 pouces, 2 tirs, et donc ils touchent sur du 3, blessent sur du 3. Et les jets de touche non modifiés de 6 vont faire une blessure mortelle. Donc, ça devient plutôt intéressant. J'ai encore une fois fait les statistiques. Donc, en moyenne, 5 Mélusailles vont faire 1,67 blessures mortelles plus 2,22 blessures des dégâts réguliers de leurs arcs. Donc, on est à 3,9 blessures contre un adversaire qui a une sauvegarde à 4+, pour 5 Mélusailles. Donc, c'est un ratio parce qu'elles sont 140 points pour 5. Donc, c'est un ratio par tranche de 100 points de 2,8 blessures, ce qui est assez bon pour des tireurs. Pour les tireurs, oui, ben on voit là, chez Games Workshop, là, on a comme beaucoup axé sur le tir. Il y a beaucoup d'unités. On se faisait le commentaire. Le défaut de ça, c'est que pour des joueurs comme nous qui aimons mieux le corps à corps et qui aimons ça que le tir soit en appui, le problème, c'est que dès que les unités de tir deviennent juste un peu trop bonnes, ça devient tentant dans un méta compétitif de faire ce qu'on appelle un spam puis d'en mettre vraiment beaucoup. Et le tir, la difficulté du tir quand tu l'affrontes, c'est qu'il va te toucher avant même que toi tu puisses le frapper. Il y a certaines unités, par exemple, quand je pense à mes cornes, les mortels que j'aimais jouer à pied, qui se déplacent à 6 pouces, ben, quand tu as une unité qui se tient à 24 pouces pour te tirer, c'est un petit peu difficile. Le temps que tu réussis à traverser la table pour la toucher, pour lui faire mal, ton unité va être décimée. Finalement, il ne restera plus rien. Là, évidemment, il y en a qui vont dire ouais, mais il y a des objectifs, le tir ne permet pas nécessairement. Mais on le voit avec les caradrons, ça peut être très efficace comme stratégie de tir. Oui, puis c'est d'ailleurs une critique qu'on entend de plus en plus là, dans les différents groupes Facebook et tout ça, c'est que le méta de AOS est en train de devenir, disons, un méta de tir. Et ben, les gens disent, si on voulait jouer du tir, on jouerait à 40K. Laissez-nous notre AOS avec un jeu de mouvement, puis de combat, de charge et contre-charge et tout ça. Donc, mais quand même, pour les joueurs Daughter of Cain, c'est intéressant parce que c'est une bonne unité qui permet de rivaliser en tir avec les autres unités correctes, peut-être pas avec les caradrons qui sont dans une autre stratosphère, là, mais avec d'autres unités, d'autres bonnes unités de tir du jeu. Là. Tout à fait. Puis en combat, par contre, elles sont un peu plus ordinaires. Là. 5 Mélusailles vont faire 1,9 dégâts en combat. Donc, c'est vraiment pas des unités qui sont fortes en combat. Là. Alors, on passe ensuite, non plus aux serpents, mais aux petites Daughter of Cain ailées. On passe aux Kinerai Life Takers. Oui, les Life Takers sont celles qui sont faites pour se battre au corps à corps. Donc, les Kinerai, dans leurs 2 versions, valent 80 points pour 5 modèles. Elles se déplacent de 14 pouces. Elles ont un point de vie, une sauvegarde à 6, une bravoure à 7. Ce qu'elles ont de particulier, c'est leur déploiement en réserve. Donc, elles sont déployées en réserve. Elles ne sont pas déployées sur le champ de bataille. Puis, à la fin de n'importe quelle de nos phases de mouvement, on peut les mettre sur le champ de bataille n'importe où, à 9 pouces des adversaires. Par contre, il faut les déployer avant la fin du tour 3, parce que si elles sont encore en réserve au tour 4, elles sont détruites. En combat, elles génèrent seulement 1,8 dégâts contre un adversaire qui a une sauvegarde à 4+. Donc, c'est un ratio de 2,3 par tranche de 100 points. C'est vraiment pas excellent. Par contre, sur la charge, elles gagnent +1 à leurs dégâts, donc leurs attaques passent à 2 de dommages plutôt que 1, et elles gagnent une pénétration d'armure de 1. Donc, c'est vraiment une belle amélioration. Et avant, donc dans l'ancien War Scroll, sur la charge, elles gagnaient +1 dégâts, mais elles ne gagnaient pas +1 de pénétration d'armure, alors que là, on gagne du rend, donc c'est vraiment intéressant, et ça fait donc passer leurs dégâts à 4,9 plutôt que 1,8 contre un adversaire qui a une sauvegarde à 4+. Alors là, à 5 dégâts en moyenne, ça devient réaliste d'aller tuer un petit personnage isolé là, avec cette unité-là qu'on peut déployer n'importe où sur le champ de bataille.
Ah oui, puis c'est seulement 80 points que tu tiens en réserve, puis qui oblige l'adversaire à faire attention quand il avance pour protéger ses arrières, pour ne pas laisser de zone là, à plus que 9 pouces de ses héros où tu pourrais apparaître. Fait que pour 80 points, c'est vraiment pas cher payé pour embêter le mouvement de l'adversaire, puis possiblement lui faire une erreur parce qu'il ne voudra pas trop avancer peut-être un héros, ou il va vouloir trop le tenir en retrait, ou peu importe, mais on peut générer une erreur de déplacement juste par un 80 points qui flotte, puis qui pourrait, statistiquement, pas mal en moyenne, aller tuer un de ces petits personnages laissés derrière. Oui, on le sait, la téléportation, le déploiement là, à partir des réserves et tout ça, c'est vraiment, ça donne un avantage tactique énorme et comme tu l'as bien dit, ça provoque des erreurs chez l'adversaire. Donc, c'est vraiment une belle unité pour ça. Donc, c'est vraiment une belle petite unité de chasse, de contrôle de la surface de jeu, pour menacer des objectifs. Et elles ont donc deux autres habiletés vraiment importantes. En fait, la première est un peu moins importante, c'est le bouclier perce-cœur. Donc, elles aussi vont pouvoir renvoyer une blessure mortelle sur un jet de sauvegarde non modifié de 6. Mais surtout, c'est leur habileté Fight and Flight, donc se battre et fuir. Immédiatement après qu'elles aient fait leurs attaques en combat, on peut rouler un dé et sur 4+, elles peuvent retraiter de 6 pouces. On les déploie, elles chargent, elles attaquent, et si elles n'ont pas, par exemple, détruit leur cible, sur 4+, elles peuvent se reculer et ne pas subir la contre-attaque de l'adversaire. Et si on colle un double tour, ça fait en sorte qu'on peut charger, retraiter, sans se faire frapper, puis à notre nouveau tour, charger à nouveau pour profiter du bonus de +1 de dommage, puis +1 à la pénétration d'armure. Donc, c'est vraiment une belle petite habileté. Oui. Rappelle-moi, c'est une unité, par exemple, qui n'a pas de bonus à la charge. Hein. Donc, elle apparaît à plus de 9 pouces de l'adversaire. C'est une charge qui est quand même difficile à réussir, là, qui est échouée plus souvent qu'elle est réussie. C'est le risque, en fait, toujours des frappes en profondeur. Hein. C'est le fameux déploiement, téléportation à plus de 9 pouces de l'adversaire. 80 points pour 5. Est-ce que tu les jouerais parfois en bloc de 10 là, pour vraiment être certain d'aller chercher des héros peut-être un peu plus tanky avec la save d'armure de 3+, 6 ou 7 points de vie, ou tu te contenterais de petites unités de 5 pour les life takers? Je pense que je me contenterais de petites unités de 5, d'une part parce que leurs socles sont assez gros. Donc, 10, ça peut être difficile de toutes les amener en combat autour en particulier d'un héros isolé. L'autre raison aussi, c'est que comme on va souvent se retrouver à tenter des charges à 9 pouces, si on a 2 unités, on augmente nos probabilités qu'une des 2 unités réussisse la charge. Et la héroïne du groupe a +1 attaque. Donc, ça augmente un petit peu la létalité d'avoir 2 unités plutôt qu'une. Excellent. On passe à la version maintenant armée d'arc. Les Kinerai Earthrenders, donc même chose, elles ont le bouclier perce-cœur, déploiement en réserve, on apparaît à 9 pouces de l'adversaire. Elles ont l'habilité particulière de pouvoir courir et tirer. Donc ça, c'est intéressant. Au tir, leur tir a une portée de 12 pouces, donc lorsqu'elles apparaissent à 9 pouces d'adversaire, elles peuvent immédiatement tirer. Elles font en moyenne 1,78 blessures, donc 1,8 blessures contre un adversaire qui a une sauvegarde à 4+. Par contre, le tour où elles sont mises en jeu, elles ont une pénétration d'armure de 2 sur leur tir. Donc, on passe à 2,2 dégâts contre un adversaire qui a une sauvegarde à 4+. Donc, c'est pas assez pour tuer un petit héros. C'est pas significatif comme impact ce tir-là. Et en combat, elles font en moyenne 1 dégât contre un adversaire qui a une sauvegarde à 4+. Donc, elles vont manquer un petit peu de punch en groupe de 5 pour être capables de tuer quelque chose de significatif. Elles ont aussi l'habilité tir et fuite. Donc, après avoir tiré immédiatement, elles peuvent lancer un dé. Sur 4+, elles peuvent faire un mouvement normal de 6 pouces. Et là, ça devient intéressant parce que ce n'est pas nécessairement une fuite. On apparaît à 9 pouces, on tire, on lance notre dé sur 4+, on peut faire un 6 pouces en direction de notre cible et se retrouver avec une charge de 3 pouces. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Malheureusement, en combat, là, elles font en moyenne 1 dégât. Fait que les amener en combat, c'est absolument inutile. Là. Donc, tu vas tirer l'avantage du mouvement de 6 pouces pour peut-être rapprocher, les mettre sur un objectif, exactement. par exemple, dans certains scénarios. Ça peut être intéressant, mais effectivement, il manque un petit peu de punch, là, ces Kinerai-là. Oui, donc c'est surtout une unité, comme tu l'as dit, qui va pouvoir venir se placer sur un objectif qui est gardé dès le tour où elles entrent en jeu. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Et elles, peut-être que je les jouerais par groupe de 10. D'une part, pour que leur tir ait un peu plus d'impact. Hein.
à 2,2 de moyenne, on se retrouve à pouvoir faire 4 points quelques en moyenne. C'est en moyenne, donc avec un bon jet, on va tuer un personnage à 5 ou 6 points de vie. Et surtout, avec leur mouvement par la suite, après avoir tiré, ça peut nous permettre peut-être d'amener 10 modèles sur un objectif, donc qui était quand même gardé. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on termine avec le dernier War Scroll, les Khainit Shadowstalker. C'est une autre unité là, de Underworld, Warcry, Beastgrave et compagnie. Là. Je me souviens plus c'est dans lequel ils sont apparus. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ceux-là? Est-ce que la transition a été réussie pour ceux-là? En fait, oui, aussi. Donc, de manière vraiment intéressante, ils sont 140 points. C'est quand même un coût important, mais en fait, on va les jouer pour leur habilité de téléportation. En phase de mouvement, ils peuvent sacrifier leur mouvement au profit d'une téléportation n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de l'adversaire. Donc, ça, c'est une unité qui va être excellente pour venir bloquer des déplacements de l'adversaire, bloquer des lignes de charge, menacer des objectifs qui seraient mal gardés. Donc, c'est vraiment, on vient de le dire, la téléportation, ça ajoute un avantage tactique vraiment important. Ils ont aussi l'habilité qu'on a moins 1 au jet de touche, au tir et en mêlée contre eux. Donc, ils ont un petit peu plus de résilience. Donc, c'est une petite unité de chasse, mais vraiment, puis 140 points, c'est peut-être un peu cher. On a des Kinérailles qui peuvent faire un peu le même travail pour 80 points. Et les Kinérailles, une fois qu'ils sont sur le champ de bataille, c'est fini, elles ne peuvent plus se téléporter. Elles peuvent voler de 14 pouces, là, c'est excellent. Mais là, on a une unité qui peut se téléporter chaque tour. Donc, vraiment, je la trouve très, très intéressante. On peut voir toutes sortes de tactiques qui pourraient être faites, notamment dès le tour 1, on peut aller se mettre à 3 pouces de l'unité, la grosse unité ennemie, puis la bloquer là un tour, puis on avance nos troupes sur les objectifs qui sont au centre, puis l'adversaire doit perdre son premier tour à charger notre petite unité de 140 points pour pouvoir par la suite, donc on gagne finalement, on peut gagner du temps là, avec cette unité-là qui est de manière vraiment intéressante. Ouais. Puis tu vois, moi je le vois aussi à l'inverse. Toi, tu te dis, ben, au tour 1, on s'en sert pour bloquer, ce qui peut être une stratégie. Il y a aussi la possibilité, tu le laisses sur un objectif dans le fond de ton terrain jusqu'au tour 5. Mais là, ça veut dire que toute la partie, l'adversaire est obligé de se dire, ah non, je ne peux pas laisser mon objectif libre, je ne peux pas laisser juste un modèle parce que lui va pouvoir téléporter cette petite unité-là puis venir me chercher. Tout à fait. Ça, c'est intéressant, alors que tes Kinérailles, ben, à partir du tour 3, il faut qu'elles soient apparues dans les 3 premiers tours. Là. Rendu au tour 4 ou 5, elles n'ont plus cette possibilité-là. Alors que ça, cette unité-là reste en fond de cours, puis là, ben, tu es toujours obligé de garder un modèle sur l'objectif. On sait qu'à Age of Sigmar, un objectif, dans la majorité des scénarios, il s'agit que tu l'aies contrôlé à la fin de ton tour parce que tu avais un modèle. Après ça, tu peux te déplacer, puis il est à toi tant que tu es le dernier à l'avoir contrôlé. Mais là, tu ne peux pas faire ça lorsque l'adversaire a une unité en réserve qui pourrait n'importe quand se téléporter sur ton objectif. Fait que tu vois, on peut le faire aussi dans l'autre sens. Ça peut être intéressant juste de la garder comme une petite menace. C'est 140 points, mais c'est une menace embêtante. Et on termine maintenant les War Scrolls avec quelque chose de nouveau. Il y a quelques figurines, en fait 3 nouvelles figurines qui sont venues avec le nouveau Battle Tome. Ce sont 3 Endless Spells. On les attendait, la faction n'en avait pas encore. Puis ils sont non seulement visuellement intéressants, mais ils sont beaux, sont bons en plus. En tout cas, certains sont bons. Alors on va commencer avec la Vipère. Le premier, c'est le Bloodwrack Viper. Quel excellent sort persistant. Il ne coûte que 40 points. Sa valeur de lancement est à 7, mais on sait que Moratti a un +1, que notre Bloodwrack Medusa peut facilement avoir accès à un +1 aussi avec un item magique. Donc, il va pouvoir passer sur du 6. Alors, on le déploie entièrement à 9 pouces du lanceur. On peut le déplacer ensuite de 9 pouces en volant, donc portée effective de 18 pouces. Après le mouvement, une unité ennemie à 1 pouce va être ciblée. On roule 3 dés, puis chaque jet égal ou supérieur à la caractéristique donc de point de vie va tuer un modèle, carrément. Donc là, vous voyez que ça devient extrêmement fort quand on cible des unités qui ont 3, 4, 5 points de vie. Je vous donne les statistiques. Quand on cible une unité qui a une caractéristique de point de vie de 1, bien évidemment, on va en tuer 3, on va faire 3 blessures parce que sur du 1+, on tue un modèle. Lorsqu'ils ont 2 points de vie, en moyenne, on va faire 5 blessures. En fait, on va tuer 2 modèles ennemis en moyenne. Lorsque la caractéristique de blessure est de 3, on fait en moyenne 6 blessures. Caractéristique de 4, 6 blessures. Caractéristique de 5 blessures. Et quand notre cible a une caractéristique de blessure de 6, on fait en moyenne 3 blessures, c'est-à-dire qu'on a une chance sur 2 de lancer un 6 et de tuer le modèle. Donc, vous voyez que c'est une habileté qui est
extrêmement bonne. Si on envoie ça, par exemple, sur un petit héros qui a 5 ou 6 points de vie, ben, contre l'héros à 6 points de vie, on a une chance sur 2, avec nos 3 jets de dés, de le tuer d'un seul coup. S'il y a 5 points de vie, on a plus qu'une chance sur 2 de le tuer d'un seul coup. 9 chances sur 10 à peu près que j'ai calculé. J'ai fait le calcul vite, c'est 9 chances sur 10 de tuer le petit héros qui a 5 points de vie. Fait que c'est un kill automatique sur un héros à 5 points de vie ou presque. Contre des ogres qui ont 4 points de vie, on en tue 2 ou 3. Contre des Kurnot Hunters qui ont 5 points de vie, on en tue 2. Donc c'est 1 ou 2, mais on peut facilement tuer 2. Donc ça va donner lieu à des jets épiques. C'est vraiment, vraiment un bon sort. Tellement que déjà, on a vu les joueurs Caradron. Je suis sur Facebook dans le groupe des Caradron Overlord, même si je ne les joue pas. Et la réaction, ça a été wow. Il y a plusieurs joueurs Caradron qui vont l'utiliser comme spell in a bottle à la place là, du Vortex Skaven pour la possibilité d'aller tuer un petit héros quasi automatiquement. Ouais, le 40 points, je ne serais pas surpris de voir ça monter. Là. Je ne sais pas s'ils ont réalisé l'impact que ça peut avoir là, sur le champ de bataille, ce Endless Spell-là. Il est vraiment bon. Il faut faire attention parce qu'évidemment, il se retourne contre nous. C'est pas un Endless Spell qui est. L'adversaire peut le déplacer si c'est lui qui perd l'initiative au Battle Round suivant et l'utiliser contre nos propres héros. Et je rappelle que les Hag Queen et les Slaughter Queen ont 5 points de vie. Donc ça peut être un couteau à double tranchant, mais dans l'ensemble, c'est vraiment très, très bon comme sort, 40 points. Et quand on joue Morathi, ça va être un auto-include. Pour 40 points, on donne cet outil-là de plus à Morathi qui lance 3 sorts par tour à +1. Ça nous le prend. Excellent. Fait qu'on passe ensuite au Blade Wind. C'est les épées qui se déplacent, là. Oui, tout à fait. 40 points encore une fois. Valeur de lancement de 6 cette fois-ci. Donc, Morathi va le passer sur du 5. Se déploie entièrement à 9 pouces de la sorcière. On peut le déplacer de 12 pouces, donc la portée effective est de 21 pouces au moment du lancement. Toutes les unités survolées, donc on a un 12 pouces de mouvement, toutes les unités survolées et les unités qui sont à 1 pouce du modèle à la fin de son mouvement vont subir automatiquement D3 blessures mortelles. Donc on n'a pas de jet à faire, c'est automatique. Et en plus, toutes les unités à 12 pouces, entièrement à 12 pouces en fait, du modèle, n'auront pas de bénéfice là, de règles de cover. Mais il y a les bateaux Caradron, je pense, qui donnent cover aux unités qui sont à l'intérieur. Il y a les idonettes qui, autour 1 ou 5, 1 et 5, en fait, ont la règle de cover. Donc, dans certaines situations, ça va être intéressant, mais c'est vraiment pas pour ça. On va le jouer pour sa capacité à faire D3 blessures mortelles à tout ce qui va survoler sur 12 pouces et à un rayon de 1 pouce par la suite. C'est pas rare qu'on va pouvoir faire 2-3 fois D3 blessures mortelles là, avec ce sort-là. Donc, je serais tenté de le jouer si je joue Morathi. Donc, 2 bons de l'espèce sur 3 et le troisième est bon aussi, c'est le Heart of Fury. C'est le cœur qu'on tient dans la main. Là. Oui, et celui-là, c'est une prière, en fait. Oui, c'est pas un sort, c'est une prière donc qui vaut 80 points. Donc déjà, je pense que c'est beaucoup trop cher pour ce qu'il fait. C'est une prière qui passe sur du 3+. Évidemment, ça peut être lancé en addition. Hein, donc, nos prêtresses n'ont pas à sacrifier une autre prière pour pouvoir le tenter. Et c'est un seul essai par tour. Donc, si on l'essaie avec une de nos prêtresses, qu'elle le rate, on ne peut pas le réessayer par la suite avec une autre prêtresse. Donc, on le place entièrement à 12 pouces de la prêtresse qui l'a lancé. Ce n'est pas un sort qui se déplace, donc on le place puis il reste là. Ça fait que toutes les unités, toutes les attaques, en fait, qui vont cibler des unités Daughters of Cain qui sont entièrement à 12 pouces de ce sort, de cette prière persistante-là, vont avoir moins 1 aux dégâts à leurs attaques. Donc, c'est un peu l'habilité qu'une des factions, en fait, des allégeances Séraphon, là, je pense que c'est Coalesce là, qui a cette habilité-là à toute l'armée. Je l'avais affronté avec mes ogres, puis je n'avais pas apprécié du tout l'habilité. Donc là, on peut la donner à un rayon de 12 pouces là, à nos Daughters of Cain avec ça. À la fin du Battle Round, on va rouler un dé. Sur 1 à 3, la prière va être dissipée. Sur 4+, elle va rester en jeu. Si on a un Avatar of Cain qui se trouve à 6 pouces de cette prière-là, on a +1 à notre jet, donc on a plus de probabilité qu'il reste en jeu. Donc, c'est correct comme sort. L'effet est intéressant si on affronte un adversaire qui a des dégâts multiples. Contre un adversaire qui a des attaques à 1 dégât, ben, c'est complètement inutile. C'est 80 points.
C'est un rayon d'action, c'est à 12 pouces de la lanceuse, c'est entièrement 12 pouces. Je trouve que c'est un petit peu particulier, là. Il y a trop de situations où ça va être inutile. Je serais très hésitant à le mettre dans ma liste, surtout une liste de tournois où je ne sais pas ce que je vais affronter. Ouais, alors, ça fait le tour du Battle Tome dans son ensemble. Yann, qu'est-ce que tu penses là, du Battle Tome? Est-ce que tu penses que ça va placer les Daughter of Cain dans le haut du Fat Middle? Ça les envoie-tu God tier là, avec ces listes-là comme les Séraphons ou les Caradrons? Ou est-ce qu'au contraire, le nerf qu'ils ont subi va les emmener dans le fond de la cave là, avec les Sylvanettes et autres unités, autres armées non jouables? C'est toujours difficile de prédire le positionnement dans le méta, mais disons avec le théorie Hammer, si je peux prendre l'anglicisme, je ne pense pas que c'est une armée qui va être God tier au même titre que les Séraphons ou les Caradrons. C'est certainement pas une armée qui va être dans le bottom tier comme les Sylvanettes ou les Beasts of Chaos. Je pense que c'est une très bonne armée du Fat Middle, du gros tiers 2. Là. Donc, je pense qu'elles vont être dans le haut du tiers 2. Elles vont avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la difficulté contre les armées qui sont très, très tanky, là, qui ont des sauvegardes à 2+, 3+, relançables et tout ça, parce qu'elles ne génèrent pas énormément de blessures mortelles, mais contre toutes les autres armées, elles ont vraiment des très bonnes chances de l'emporter. Donc, haut du tiers 2, avec quelques bons match-ups, quelques mauvais match-ups, comme toutes les armées. Je pense que dans l'ensemble, vous voyez pourquoi j'ai dit que c'était un très beau Battle Tome. Toutes les unités du Battle Tome sont intéressantes à jouer, jouent un rôle qui est intéressant, qui est pertinent dans l'armée. On a différentes constructions de listes qui sont possibles. On a accès à de la frappe en profondeur, de la téléportation, de la magie, des prières. On a des unités qui peuvent frapper très fort au corps à corps, voire de manière excessivement forte lorsqu'on applique différents buffs, différents bonus. La seule petite chose, c'est que c'est une armée qui est peut-être un peu fragile. Hein. On va avec des sauvegardes à 5, à 6. C'est sûr qu'on a la sauvegarde invulnérable à 6 à la grandeur de l'armée, mais quand même, là, ça reste une armée qui est fragile, mais elle frappe fort. Elle a différentes ressources là, de déplacement. Elle a un beau mouvement. Elle a accès à un behemoth qui est très, très difficile à tuer en Morathi. Donc, c'est vraiment une superbe, superbe armée. Oui. Puis je fais juste du chemin ici, puis quand tu le disais, c'est vraiment, je sentais que c'est comme ça. Tu as dit qu'elle est fragile, mais c'est pas un reproche au sens où ça vient juste l'équilibrer par rapport à d'autres armées. Si elle était plus armurée, si elle était plus difficile à faire tomber, ben là, ce serait une armée Godtier, ce serait pas le fun. Je pense que d'après ce que je vois, d'après ce on a discuté, c'est une armée qui est vraiment bien balancée, tant à l'interne qu'à l'externe aussi avec les autres armées. En terminant, j'aimerais aussi vous informer qu'il y a un nouveau groupe Facebook francophone qui a été créé pour les Daughters of Cain il y a quelques jours. Donc, je vous invite à le joindre. Là. Vous avez juste à chercher dans Facebook Daughters of Cain AOS FR, puis vous allez tomber sur le groupe. Donc, voilà, un groupe francophone consacré entièrement aux Daughters of Cain pour ceux et celles d'entre vous qui jouent Daughters of Cain. Alors, on espère que vous avez apprécié cette revue du Battle Tome des Daughter of Cain. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez de ce nouveau Battle Tome-là, d'écrire dans les commentaires. On essaie de lire on lit tous les commentaires et on essaie de répondre à la plupart d'entre eux. Et si ce Battle Tome Review vous a donné envie de collectionner l'armée, n'hésitez pas à nous l'écrire aussi, ça va nous faire plaisir de vous lire. Alors sur ce, bon Wargaming.